Il y a un homme connu comme le fils aîné inutile du comte Persium. Il est incontrôlable. C'est un maître de l'épée qui est coincé dans sa chambre. C'est un homme qui a perdu la tête. Cet homme s'appelle Ghislain Persium. Tout en tremblant de douleur, un homme en armure réfléchit au fait qu'il a perdu face à une ordure humaine comme Ghislain. Il ne pouvait pas croire que lui, qui était le meilleur chevalier du Nord, perdrait contre quelqu'un comme ça. À côté du chevalier, nous voyons les corps de plusieurs autres chevaliers. Alors que l'homme tremble de douleur, quelqu'un s'approche de lui. La personne lui demande si l'environnement est confortable et chaud. Il dit au chevalier qu'il a investi beaucoup d'argent dans la fabrication des pièges. L'homme qui parlait était un chevalier avec une belle armure et une énorme hache. Avec un regard froid, l'homme a demandé au chevalier s'il aimait l'endroit. Le chevalier devint furieux en entendant cela. Écoute notre believ det à garbage human like Ghislain crited à trap for him. Et asket Ghislain if knew about his plan beforehand. Notre garçon s'est rapproché du chevalier et lui a dit qu'il savait tout. Il a expliqué à l'homme qu'il connaissait. Combien ils étaient, qui étaient les espions et qui l'ont aidé à obtenir des renforts. Le regard froid, Ghislain dit à l'homme qu'il sait tout. Le chevalier dansait simplement dans la main de notre garçon. Le pauvre homme ne peut accepter cette réalité. Il dit à Ghislain qu'il a toujours été un Akaché. Le chevalier éleva la voix et demanda à notre garçon de lui dire comment un bâtard inutile comme lui était capable de savoir ce qui se passait. Avant qu'il n'ait pu finir de parler, Ghislain a utilisé sa jambe pour frapper le visage de l'homme. Il lui a demandé de se taire. Notre garçon a enlevé son casque et a dit à l'homme qu'il pouvait continuer à essayer de les envahir. Il l'a informé qu'il allait gagner la guerre et la suivante. Notre garçon demande au chevalier s'il connaît la raison de sa victoire. Le sourire aux lèvres, Ghislain révèle à l'homme qu'il a tous les plans. La scène change et nous sommes ramenés un an plus tôt. Nous nous trouvons dans un camp de soldats situé dans le royaume de Lutania, près du domaine de Perdium. Nous voyons Ghislain se réveiller dans une des tentes. Notre garçon a été choqué de voir qu'il était en vie. Il passa rapidement la main sur sa nuque pour le confirmer. Ghislain était certain qu'il se trouvait à un autre endroit il y a quelques instants. Il se souvient de ce qui s'est passé plus tôt. Un chevalier lui a arraché son épée des mains et notre garçon a craché du sang lorsque le chevalier l'a attaqué. Lorsque notre garçon est tombé à genoux, le chevalier aux cheveux roux et à l'armure d'or a dit que c'était fini pour Ghislain, le roi des mercenaires et l'un des 7 hommes les plus forts du continent. Le sourire aux lèvres, le chevalier dit que la guerre est finie. Cet homme fait aussi partie des 7 hommes les plus forts du continent. Il est connu sous le nom de noble chevalier Idon. Idon a pointé son épée sur Ghislain et lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire. Notre garçon dit à l'homme qu'il regrette simplement de ne pas avoir pu accomplir sa vengeance. Tout en respirant bruyamment, Ghislain lui dit qu'il espère qu'il va mourir. Idon a souri en entendant cela. Il a traité notre garçon de bâtard arrogant. Il a informé Ghislain qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit le fils aîné de la famille Persium déchue. Il a rappelé à notre garçon qu'il avait quitté sa famille après la mort de sa sœur. Ghislain a été surpris d'entendre cela. Il demande à Idon de lui dire comment il sait cela alors qu'il vient d'un autre royaume. Le noble chevalier demande à notre garçon de ne pas être surpris. Il lui révèle qu'il en sait beaucoup sur lui car il s'est jadis démené pour le retrouver. Avec un sourire diabolique, Idon révèle à Ghislain que ce sont eux qui ont travaillé avec la famille Delphine pour faire tomber sa famille. Notre garçon a été choqué d'entendre cela. Il y a eu d'autres personnes impliquées dans la chute de sa maison, en dehors de la maison du duc Delphine. Idon approche son épée du cou de Ghislain et lui dit qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus puisqu'il va mourir de toute façon. Il a demandé à notre garçon d'accepter son destin. Ghislain a été contrarié d'entendre cela. Il lui dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Idon n'en a cure, il décapite Ghislain d'un seul coup. La scène change et nous sommes ramenés au présent. Ghislain s'est approché d'un tonneau contenant de l'eau. Il voulait voir si sa tête était toujours sur son cou. Notre garçon ne comprenait pas ce qui se passait, il se demandait s'il n'avait pas des hallucinations. Il a remarqué qu'il était beaucoup plus jeune. Ghislain regarda autour de lui. Il se demandait s'il n'avait pas été fait prisonnier et utilisé comme rat de laboratoire par des mages. Notre garçon s'était promis de faire regretter à ces salauds arrogants de l'avoir gardé en vie. En regardant autour de lui, notre garçon aperçoit une épée posée à côté d'un tonneau. Alors qu'il réfléchit, il entend quelqu'un l'appeler jeune maître. La personne est entrée dans sa tente et lui a demandé de sortir. Il lui dit qu'il sait qu'il est réveillé. Cet homme est un soldat qui appartient à la famille Persium. Il s'appelle Ricardo. Avant que le soldat ne puisse faire un pas de plus, Ghislain apparut derrière lui et lui planta une épée dans le cou. L'homme est choqué. Avec un ton sérieux dans la voix, notre garçon informe l'homme qu'il le laissera partir s'il répond correctement à ses questions. Ricardo a qualifié Ghislain de jeune maître et lui a dit qu'il dépassait les bornes. Notre garçon a été surpris de voir à quel point l'homme parlait avec désinvolture.
Il ne s'attendait pas à ce que l'homme ait une réaction aussi bizarre lorsqu'il est menacé. Ghislain demande au soldat de lui dire de quoi il parle. Ricardo a repoussé Ghislain et lui a révélé qu'il s'était fatigué à cause de sa crise de colère de tout à l'heure et qu'il s'était endormi. Notre garçon a été surpris d'entendre cela. Tout en se touchant le cou, Ricardo demande à son maître s'il a tout oublié après avoir dormi. Il rappelle à Ghislain qu'il a piqué une colère en voulant commander le groupe pour attaquer les ors. Ghislain ne comprend pas ce que dit l'homme. Il a demandé à l'homme d'arrêter de dire des bêtises. Ricardo a pris un sac et a demandé à notre garçon de préparer ses affaires. Il lui a expliqué que des gens attendaient. D'un air nerveux, Ghislain demande aux soldats de lui dire où ils vont. Ricardo passe devant notre garçon et lui dit qu'ils vont au domaine de Persium. Ghislain a été choqué d'entendre cela. Il se retourne rapidement et attrape l'homme. Il lui demande de répéter ce qu'il a dit. Ghislain demande à Ricardo s'il parle du domaine Persium déchu. La scène change et nous voyons notre garçon à l'extérieur. Au sommet d'une falaise, Ghislain regarde son domaine de loin. Notre garçon était certain qu'il s'agissait du domaine de Persium. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait l'air en bon état. Il se souvint qu'il avait été réduit en cendres la dernière fois qu'il l'avait vu. Ricardo se rapprocha de son maître et lui demanda s'il avait fait un cauchemar. Il n'arrivait pas à croire que Ghislain puisse traiter sa maison de déchu. Il a dit à notre garçon que le comte le mettrait à la porte s'il entendait cela. Notre garçon n'était pas encore convaincu que tout était réel. Il croyait qu'il rêvait. Il s'est pincé la joue pour vérifier s'il rêvait. En voyant qu'il pouvait ressentir la douleur, Ghislain a compris que tout était réel. Le fait qu'il ait un visage plus jeune et qu'il soit plus jeune que les autres est une bonne chose. Son patrimoine était dans sa forme originale. Notre garçon a pu en déduire qu'il était retourné dans le passé. Le jeune homme de notre fils en voulait à son foyer. L'immaturité née de ce sentiment d'infériorité lui a causé des ennuis. Au fil du temps, de plus en plus de membres de la famille l'évitent. Ghislain n'a pas supporté les critiques et s'est enfui de chez lui. Quelques années plus tard, notre garçon est devenu mercenaire. Il a survécu à d'innombrables batailles et a réussi à développer ses compétences. Il finit par se faire un nom. Après avoir accompli tant de choses, Ghislain est retourné dans son pays pour rattraper ses erreurs passées, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, sa famille avait déjà été réduite en poussière lorsqu'il est revenu. En regardant le drapeau de sa famille, Ghislain s'est rendu compte que tout était encore là. Toutes les personnes qui lui sont chères sont encore là. Notre garçon riait comme un fou. Il ne pouvait pas croire ce qui lui était arrivé. Il voulait chanter une chanson de joie. Mais il est trop tôt pour se réjouir. Ghislain se souvenait que Ricardo avait dit qu'ils étaient venus ici pour attaquer les ors. Notre garçon n'a jamais pu oublier ce qui s'est passé lors du raid des ors dans sa vie passée. C'est le jour où la plupart des membres de l'équipe de raid mourront. Dans sa vie antérieure, Ghislain avait suivi le groupe lors du raid et s'était fait un nom. À l'époque, les rapports disaient qu'il n'y avait que 3 ors. Notre garçon pensait que le combat serait assez facile pour quelqu'un comme lui qui n'avait aucune expérience dans le commandement d'une escouade. Malheureusement pour lui, il y avait plus de 20 ors. Presque tous sont morts parce que notre garçon s'est entêté et a voulu commander une escouade. Ghislain se ressaisit. Il s'est assuré qu'il pouvait s'occuper des monstres puisqu'il n'avait pas vraiment de stratégie. Le seul problème de notre garçon était qu'il ne savait pas si les soldats lui feraient confiance parce qu'ils le considéraient tous comme un bâtard inutile. Alors qu'il réfléchit, Ghislain entend un grand bruit. Un poteau de garde en bois est jeté devant lui. L'un des soldats crie et dit aux autres que les ors sont là. Les hommes ont immédiatement tenté de prendre position. Ghislain fut choqué de voir que les ors arrivaient tôt, il était certain que c'était un peu plus tôt que dans sa vie passée. Les ors ont facilement déchiré les soldats, ils les ont submergés avec leurs armes énormes et leurs corps. Un homme ordonne aux soldats de se mettre en formation. L'homme en armure bleue demande aux soldats de ne pas paniquer. Il leur ordonne de se mettre en formation défensive. Cet homme est le commandant de l'escouade du raid. Il s'appelle Scoven. Avant que l'homme ne puisse approcher d'un ORC, celui-ci lui assène un coup d'épée. Scoven réussit à bloquer l'attaque avec son épée. Le commandant se rendit compte que son escouade avait baissé sa garde. Il ne pouvait pas croire qu'ils étaient tombés dans une embuscade alors qu'ils n'étaient pas préparés. Il fut choqué de voir qu'il y avait plus d'or que ce qui avait été rapporté. Alors qu'il réfléchit, quelqu'un l'interpelle. La personne lui demanda de regarder derrière lui. Un ORC était sur le point d'écraser Scoven avec son arme. Avant que l'ORC ne puisse attaquer le commandant, quelqu'un courut vers lui. La personne a saisi l'épaule du commandant et l'a repoussé. Il s'agit de Ghislain. Scoven est choqué de voir son jeune maître devant lui. Avant que la hache du monstre ne puisse toucher notre garçon, Ghislain l'a poignardé dans la main et a utilisé son épée pour lui couper les doigts. Aussitôt fait. Il coupa la cuisse du monstre. Scoven est choqué de voir son jeune maître devant lui. Avant que la hache du monstre ne puisse toucher notre garçon,
Ghislain l'a poignardé dans sa main et a utilisé son épée pour lui couper les doigts. C'est ce qu'il a fait immédiatement. Il coupa la cuisse du monstre. Scoven et le reste des soldats furent choqués de voir cela. L'ORC hurla de douleur et tomba au sol. Ghislain était contrarié de voir le genre d'entaille qu'il avait faite. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas encore utiliser le mana. Il regretta de ne pas être retourné plus tôt dans le passé. Ghislain se tourne vers Scoven et lui a demandé de lui donner quelque chose. Le commandant ne comprend pas de quoi parle le jeune maître. D'un air confiant, Ghislain demande à Scoven de lui donner les droits de commandant. Scoven n'arrivait pas à croire que Ghislain avait demandé le droit de commander. Le commandant savait que Ghislain était un idiot, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il demande le droit de commander lorsque la vie de leurs soldats est en jeu. Scoven se lève et dit à notre garçon qu'il ne peut pas lui donner. Ghislain est surpris d'entendre cela. L'homme s'est avancé et a demandé à notre garçon s'il croyait que le champ de bataille était un jeu. Il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas renoncer facilement à l'autorité que le Seigneur lui avait confiée. Notre garçon n'a pas apprécié. Il comprenait parfaitement l'homme. Il savait qu'il aurait agi de la même manière si un idiot s'était approché de lui et lui avait demandé le droit de commander. Pendant qu'il réfléchissait, un ORC se précipita sur lui. Scoven demanda à son jeune maître de reculer. Il lui a dit qu'il était trop inexpérimenté pour diriger l'équipe. Immédiatement, il a entendu cela. Ghislain a pris position. Il a compris qu'il n'avait pas le choix. À notre grande surprise, notre garçon a lancé son épée. Scoven a réussi à esquiver l'épée avant qu'elle ne le touche. Il se retourne et attrape Ghislain. Il lui demande de lui dire pourquoi il l'a attaqué. Au moment où il dit cela, le commandant entend quelque chose, il se retourne rapidement. Il vit l'épée de Ghislain au milieu de la tête du monstre. L'ORC ne pouvait même pas crier. Elle est simplement tombée au sol. Scoven est choqué de voir cela. Il se demandait comment son jeune maître avait pu atteindre le point faible de l'ORC. Notre garçon a appelé Scoven et lui a demandé de lui dire ce qui était important sur le champ de bataille. Il a dit au commandant qu'il n'y a aucun espoir de gagner une bataille lorsque les troupes sont remplies de peur. Immédiatement, il a dit ceci. Nous voyons les soldats trembler lorsque des orques crient. Nous voyons les soldats trembler lorsque des orques crient. Le sourire aux lèvres, Ghislain explique à l'homme qu'il faut prendre de l'élan. Dès qu'il a dit cela, notre garçon a couru vers l'avant. Il a retiré son épée de la tête de l'ORC. Il a sauté directement au milieu des monstres. Notre garçon a atterri sur l'un des monstres et l'a poignardé à la tête. Les soldats sont choqués de voir cela. Debout sur la tête de l'ORC, Ghislain hurle à tue-tête. Il demande aux autres monstres de venir à lui. Il leur dit qu'il les tuera tous. Les ors ont rapidement tourné leur attention vers Ghislain. Notre garçon a coupé les 2 premiers ors dans leur estomac et il a coupé la main du 3e ORC. En regardant les têtes des ors qui volaient autour de lui, Scoven se demandait s'il ne rêvait pas. Même s'il était un utilisateur de mana, il lui était difficile de faire quoi que ce soit, et pourtant, son jeune maître Maigrelet met les monstres en pièces. Le commandant s'est vite rendu compte que notre garçon était déjà fatigué. Cependant, Ghislain esquivait l'attaque par le plus petit des mouvements. Et il utilisa son épée pour frapper les ors sur leurs points faibles. Scoven se rendit compte que Ghislain se battait comme un maître de l'épée sans homme. Notre garçon a nargué les monstres en disant qu'ils n'étaient pas encore réchauffés. En s'enfuyant, Ghislain dit aux ors qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur réputation d'espèce guerrière. Ricardo a été choqué de voir tous les ors charger son maître. Un autre soldat à côté de lui a remarqué que notre garçon s'enfuyait malgré le fait qu'il disait des bêtises. Ricardo appelle son commandant. Scoven n'arrive pas à comprendre ce que Ghislain pense. Il pensait que c'était une bonne idée pour notre garçon de foncer sur les ors pour attirer leur attention. Cependant, le commandant n'a pas compris. Pourquoi Ghislain aurait couru dans cette direction? Il était certain que l'endroit menait au bord d'une falaise. Dès qu'il a pensé à cela, Scoven a réalisé quelque chose. Il a compris les intentions de notre garçon. Il demande rapidement à ses troupes d'élever un mur de boucliers. Il leur a dit qu'ils allaient suivre notre garçon. Arrivé au bord de la falaise, Ghislain se dit que Scoven aurait compris son intention s'il était un commandant habile. Notre garçon a bloqué les attaques des monstres en attendant Scoven. Ghislain a préféré tuer tous les ors tout seul. Mais sa terrible endurance n'a pas suffi. Le sourire aux lèvres, notre garçon s'est dit qu'il en avait assez fait. Immédiatement, il a dit ceci. Les ors entendirent quelqu'un venir vers eux par derrière. Lorsqu'ils se retournèrent, ils virent le commandant et le reste des soldats former un mur de boucliers. Les hommes tenaient fermement leurs lances, ce qui fit sourire Ghislain. Il a dit que c'était parfait. Au moment où il a dit cela, il a sauté de la falaise. Immédiatement, notre garçon a sauté. Scoven ordonna à ses troupes de pousser les ors du haut de la falaise. Les soldats s'approchèrent des ors et les poignardèrent avec leurs lances, tout en criant à tue-tête.
Les soldats ont réussi à pousser les ors du haut de la falaise. Les ors tombèrent au sol et couvrirent la zone de sang. Les soldats étaient choqués de voir ce qu'ils avaient fait. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient réussi à tuer tous les ors. Ils s'occupèrent immédiatement des monstres. Scoven se dirigea vers le bord de la surprise de l'homme. Ghislain avait enfoncé son épée dans la falaise et s'y était accroché. Tout en respirant bruyamment, notre garçon sourit à Scoven. Le commandant est soulagé de voir Ghislain, il lui tend la main et lui a demandé de l'attraper. Malheureusement, l'endurance de notre garçon était mauvaise. Avant que Ghislain ne puisse saisir la main du commandant, il lâche l'épée et s'écroule. Scoven et les soldats sont choqués. La scène change et nous voyons quelqu'un appeler Ghislain. Notre garçon a immédiatement reconnu cette voix, il a appelé la jeune fille qui s'appelle Elena. Notre garçon se souvient que la fille a pleuré à la mort de leur mère. Comment elle le remerciait de l'avoir aidé. Il s'est également souvenu que sa sœur lui avait dit qu'elle le détestait. Ghislain est surpris de voir des souvenirs d'Elena. Pendant qu'il réfléchissait, quelqu'un l'a attrapé. La personne s'avère être Elena. La petite fille dit à son frère qu'elle veut partir avec lui. Dès qu'il a entendu cela, Ghislain a ouvert les yeux. Il s'est vu dans une pièce, il y avait un linge sur sa tête. Ghislain est heureux de voir que les soldats ont réussi à le sauver. Il se demande pourquoi il a fait un rêve aussi bizarre. Au moment où notre garçon a relevé la tête, il a ressenti une douleur dans tout le corps. Ghislain s'est rendu compte qu'il souffrait des conséquences d'avoir poussé son corps à la limite. Tandis que notre garçon tremblait de douleur, quelqu'un entre dans la pièce. Une servante aux cheveux blancs était heureuse de voir notre garçon réveillé. Ghislain a été choqué de voir la femme qui s'appelle Belinda. La servante pose le seau qu'elle tient sur la table et dit à son maître qu'elle est très inquiète pour lui. Elle rappelle à Ghislain qu'elle lui a dit de laisser les soldats s'occuper de tout. À la surprise de Belinda, Ghislain se précipite pour la serrer dans ses bras. La femme a été choquée de voir cela et a demandé à son maître si elle l'avait offensé. Notre garçon a répondu à la femme qu'il était simplement heureux de la voir. Belinda était la tutrice personnelle de Ghislain. Depuis qu'il est tout petit, Belinda est la seule à rester à ses côtés malgré ses bêtises. Cependant, après la chute de la famille Persium, Belinda a disparu. Notre garçon n'a plus été en mesure de la revoir. Belinda a demandé à son maître de lui dire pourquoi il est heureux lorsqu'il se voit tous les jours. Ghislain pensait qu'il devait dire la vérité à sa femme de chambre. Il demande à la femme de l'écouter attentivement. Il lui révèle qu'une catastrophe va bientôt frapper leur famille. La servante demande à son maître de lui expliquer ce qu'il veut dire. Avec un air sérieux, Ghislain dit à la femme qu'il est mort et revenu à la vie. La servante rit et dit à son maître qu'elle sait que les ors ont failli le tuer. Notre garçon lui a répondu qu'il ne parlait pas de cela. Belinda lui explique que c'est lui qui est en danger et non la famille. Alors que la servante mettait en garde notre garçon, il s'est rendu compte qu'elle ne le croyait pas. Belinda a demandé à son maître de lui dire ce qu'il aurait fait s'il avait été trop blessé pour se rendre au festival. Ghislain a été surpris d'entendre cela. Belinda demande à son maître s'il a oublié. Elle lui rappelle qu'Elena a attendu ce jour pour aller à la fête avec lui. Elle a expliqué à son maître que c'était une excellente occasion pour lui et sa sœur de se rapprocher à nouveau l'un de l'autre. En regardant une photo de lui et de sa sœur, Ghislain s'est souvenu qu'un festival avait toujours lieu à cette période de l'année. Dans sa vie antérieure, Ghislain n'a pas eu le temps de profiter de la fête à cause de son expérience traumatisante. Notre garçon a demandé à sa bonne de lui dire quand le festival commencerait. Belinda a dit à son maître que cela commencerait la semaine prochaine. Dans une semaine est le jour où la vie de Ghislain a basculé. Alors qu'il réfléchit, quelqu'un entre dans sa chambre. Le jour de la fête, Ghislain a eu un souvenir qui continue à le hanter. Dans une semaine, sa sœur va mourir, la personne qui est entrée dans la chambre s'avère être Elena. Ghislain s'est précipité pour serrer sa petite sœur dans ses bras. Belinda a été choquée de voir cela. Elena est choquée de voir ce que son frère a fait, elle lui demande de lui dire ce qu'il fait. Notre garçon a dit à sa sœur qu'elle lui manquait. Elena a repoussé son frère en entendant cela, elle lui a dit qu'il lui faisait peur. Ghislain fut choqué de voir comment sa sœur le repoussait facilement, il ne savait pas qu'Elena était si forte. Tout en époussetant ses vêtements, Elena informe son frère qu'elle est venue le voir parce que Belinda lui a demandé d'être là, elle lui demande de lui dire à quel genre de jeu il joue, elle demande à son frère s'il croit que cela va arranger les choses, Ghislain demande à sa sœur de lui dire de quoi elle parle. Elena rappelle à son frère qu'il lui a demandé de dégager parce qu'il est ennuyeux, il lui dit qu'il est dégoûté rien qu'en sentant son haleine. Ghislain est choqué d'apprendre qu'il a dit cela à Elena. Notre garçon s'est souvenu qu'il n'était pas la personne la plus proche de sa sœur dans sa vie antérieure, il était en fait une vraie merde. Ghislain s'est excusé auprès de sa sœur pour son comportement. Belinda est choquée de voir que son maître s'est d'abord excusé. Elena demanda à son frère si sa tête allait bien, elle se souvenait avoir entendu dire qu'un ORC l'avait frappé.
Ils se demandaient pourquoi il continuait à dire que c'était lui qui avait été frappé. Il leur a dit que c'était lui qui avait tué les monstres. Au moment où il dit cela, Ghislain ressent une grande douleur dans son corps. Notre garçon tomba au sol, et Helena dit à son frère, avec un sourire arrogant, qu'il était revenu inconscient après avoir attrapé les ors. La servante et Helena ont ri en voyant les tremblements de Ghislain. Notre garçon a été surpris de les voir rire tous les deux. Il est heureux de constater que tout le monde agit exactement comme il s'en souvient. Ghislain se demande pourquoi son moi du passé a perdu autant de temps pour des choses inutiles. Dans le festival qui aura lieu la semaine prochaine, Ghislain a rejeté la proposition d'Helena d'y aller ensemble. Il lui a dit que les choses qui se sont passées dans le raid l'ont contrarié. C'est la dernière fois que notre garçon a vu sa sœur. Le corps d'Helena a été retrouvé déchiqueté avec ses gardes du corps. Ghislain est contrarié de ne pas avoir accompagné sa sœur. Pendant qu'il réfléchit, quelqu'un frappe à sa porte. Deux hommes en armure ouvrent la porte, ce sont les gardes du corps d'Helena, ils s'appellent Jamal et Philippe. Jamal informe sa maîtresse qu'ils l'attendent, Helena demande aux hommes si quelque chose ne va pas, elle leur rappelle qu'elle leur a demandé d'attendre dehors. Jamal s'excuse auprès d'Helena, il lui révèle que les domestiques lui ont demandé de superviser leur travail sur les fournitures du festival. Ghislain est surpris d'entendre cela, il demande à l'homme de lui dire pourquoi les servantes demanderaient à Helena de faire une telle chose. Belinda dit à son maître qu'il ne sait rien parce qu'il passe ses journées à paresser, elle informe Ghislain qu'il y a une pénurie d'ouvriers au Perdium et que même la jeune femme doit travailler. Notre garçon est surpris d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire qu'il manquait réellement de travailleurs. Bien sûr, il était impossible pour notre garçon de savoir quoi que ce soit à ce sujet parce qu'il ne s'est jamais soucié de ce genre de choses dans le passé. Helena a dit à son frère qu'elle devait partir, dès qu'elle s'est retournée. Ghislain lui a dit qu'il voulait aussi l'aider. Helena a été choquée d'entendre cela. Belinda ne pouvait pas croire que son maître s'était porté volontaire tout seul. Helena se demandait si son frère avait vraiment reçu un coup sur la tête. Dans la ville, nous voyons des serviteurs qui organisent et préparent la fête. Les habitants de la ville ont entendu Helena chasser son frère. La jeune fille a informé Ghislain que les gens seraient trop effrayés pour travailler avec lui dans les environs. Notre garçon a demandé à sa sœur si c'était ainsi qu'elle traitait les personnes qui voulaient l'aider. La jeune fille lui a répondu que la meilleure façon d'aider était de rester en dehors de leur chemin. Alors que sa sœur le repoussait, Ghislain s'est souvenu que son corps avait été retrouvé près des bidonvilles, loin de l'enceinte du festival. Notre garçon pense que quelqu'un a dû appeler Helena là-bas ou la déplacer de force. Pour éviter cela, Ghislain s'est rendu compte qu'il devait connaître les tenants et les aboutissants du château. Alors qu'Helena s'efforçait d'éloigner son frère, un soldat s'est précipité sur lui. L'homme a appelé Ghislain son seigneur, notre garçon a immédiatement reconnu cette voix. Il fut surpris de voir le vieux soldat, il l'appelait le vieux Fergus, tout en respirant fortement, Fergus nettoya sa sueur, il était soulagé de voir que son maître allait bien. L'homme a attrapé notre garçon et s'est présenté comme un humble serviteur, il lui a dit qu'il avait couru vers lui, qu'il avait immédiatement entendu les nouvelles concernant les ors. Notre garçon a dit à l'homme que tout le monde pouvait arrêter d'en parler maintenant. Helena s'est approchée de l'homme et l'a félicité pour son bon timing. Le sourire aux lèvres, la jeune fille a expliqué à l'homme que son frère agissait bizarrement depuis son réveil. Elle a supplié Fergus d'emmener Ghislain dans sa chambre. Le vieil homme a facilement accepté la demande d'Helena. Ghislain était agacé de voir que son image le gênait. Notre garçon a compris qu'il devait renoncer. Il a décidé d'en savoir plus sur le château la semaine suivante. Ghislain dit au vieil homme qu'il y a un terrain d'entraînement abandonné dans le château. Il lui demande de l'y emmener. Fergus est surpris d'entendre cela. Il demande à son maître de lui dire pourquoi il veut aller là-bas. D'un air sérieux, Ghislain informe le vieil homme qu'il veut s'entraîner. Fergus a été choqué d'entendre cela. La scène change et nous voyons notre garçon et le vieil homme arriver sur le terrain d'entraînement. Ghislain a été choqué de voir l'endroit. Il était en bien meilleur état que ce à quoi il s'attendait. Même les armes étaient en bon état. L'endroit était parfait pour que notre garçon s'entraîne. Ghislain n'a jamais vu quelque chose de semblable lorsqu'il était mercenaire. Fergus a révélé à notre garçon qu'il l'entretenait au cas où il souhaiterait utiliser l'installation. Le vieil homme dit à Ghislain qu'il a toujours cru que ce qu'il vivait n'était qu'une phase. Notre garçon s'est rendu compte que l'homme avait déjà fait cela dans sa vie antérieure. Ghislain tapote l'armure de l'homme et lui dit qu'il veut vivre longtemps. Il révèle à Fergus que mourir est horrible. Le vieil homme est surpris d'entendre cela. Il demande à son jeune maître de lui dire pourquoi il parle comme s'il avait déjà expérimenté la vie et la mort. Avec un sourire confiant sur le visage, Ghislain a félicité le vieil homme pour son intelligence. Il a expliqué à Fergus qu'il était mort et ressuscité. Fergus a dit à notre garçon qu'il n'était pas intéressé par les blagues. Ghislain a demandé au vieil homme de sortir. Il lui a dit qu'il voulait commencer l'entraînement. Fergus a incliné la tête et a informé son maître qu'il serait à l'extérieur.
Notre garçon a compris qu'il avait toujours traité tous les gens autour de lui comme s'ils étaient ses ennemis. Il s'est rendu compte qu'il était trop myope. Dans le passé, il a été révélé que la personne à l'origine de la mort d'Elena se trouvait dans un territoire voisin. Grâce à cela, le père Diom a été pris dans une guerre, ce qui a conduit à sa chute. La mort d'Elena a été le point de départ de la chute de la famille. Ghislain a décidé de mettre les choses au clair dans cette vie. Pour atteindre son objectif, notre garçon savait qu'il devait améliorer son physique. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de temps. Pour atteindre son objectif, notre garçon savait qu'il devait améliorer son physique. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de temps. Il s'assit en position de lotus et commença à méditer. Le mana est une ressource surnaturelle qui permet aux humains de dépasser leurs limites. La plupart des gens disent que remarquer et absorber le mana est la partie la plus difficile. Mais notre garçon était capable de le faire facilement, même sur le champ de bataille chaotique. Il relie les particules de mana qui flottent dans l'air et les rassemble comme s'il filait une bobine. Pour quelqu'un comme lui qui avait vécu des milliers de batailles, il était assez facile de créer un noyau de mana. Ghislain n'a pas rejoint les 7 hommes les plus forts du pays avec cette seule technique. Avec la méthode du livre de magie à moitié brûlé qu'il a ramassé. Et le noyau de mana naturel des humains. Notre garçon est capable de créer un deuxième et même un troisième cœur. Il crée un maillage connecté de plusieurs cœurs. Afin de créer une force explosive, Ghislain hurla de douleur alors que le mana voyageait à travers son corps. Notre garçon cracha du sang de son nez et même de sa bouche. Il est surpris de voir qu'il n'a pu créer que 3 noyaux, alors que dans sa vie antérieure, il avait réussi à en obtenir 5. Cette méthode permet de créer une force explosive en peu de temps, mais elle nécessite en contrepartie une quantité de mana extrêmement importante. C'est la raison principale pour laquelle Ghislain a perdu contre Aidan dans sa vie passée. Le noble chevalier a amené tout un ordre de chevaliers pour se battre contre lui alors qu'il n'avait plus de mana. Notre garçon était certain qu'il aurait gagné si le combat avait été équitable. Ghislain savait que cette technique était instable, mais cela ne le dérangeait pas. Notre garçon savait qu'il avait un corps jeune et beaucoup de temps. Il s'assure que c'est lui qui décapitera Aidan cette fois-ci, avec une expression de colère sur le visage. Ghislain a promis de détruire les salauds qui ont aidé la maison de Delphine à détruire leur comté. La scène change et nous sommes transportés le jour du festival. Nous voyons Ghislain s'équiper et entrer dans l'enceinte du festival. Elena est choquée de voir son frère. Elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle lui a rappelé qu'il n'avait jamais eu l'habitude de venir à ce genre de choses. Ghislain a expliqué à sa sœur qu'il avait besoin de venir à ce genre de choses de temps en temps, puisqu'il est également membre de la famille Persium. Elena a dit à son frère qu'il agissait bizarrement ces derniers temps. Elle lui a révélé qu'elle avait entendu dire qu'il s'était entraîné toute la semaine, avec un air nerveux sur le visage. Ghislain explique à sa sœur qu'il n'y a rien d'anormal à ce que l'héritier d'une famille de chevaliers s'entraîne. Elena rappelle à son frère qu'il ne s'est jamais préoccupé de ces choses auparavant. Elle lui a rappelé qu'il avait dit que leur père était ennuyeux et qu'il avait hâte d'être seigneur. Notre garçon a été choqué d'entendre ce qu'il a dit. Avec un sourire radieux, Elena informe son frère qu'elle aime la façon dont les choses se passent maintenant. Elle lui a dit qu'il avait l'impression d'être redevenu lui-même. Ghislain s'est rendu compte d'une chose au cours de la semaine écoulée, du fait que ses actions ont changé, sa réception et son avenir sont également en train de changer lentement. Tout en réfléchissant, notre garçon vit Belinda donner des instructions aux gardes du corps d'Elena. Elle leur demanda de trouver une solution par eux-mêmes si Ghislain causait des problèmes. Elle leur expliqua qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir des problèmes, surtout quand il y a beaucoup de visiteurs autour. Les 2 hommes dirent à la femme qu'elle pouvait leur faire confiance. Bien que le cours général des choses soit le même, il est difficile pour Ghislain de mesurer l'impact de ses actions sur les petits événements. En faisant bon usage des informations dont il dispose, Ghislain savait qu'il devait répondre à chaque situation de manière efficace. Notre garçon a suivi sa sœur pendant le festival. Il a observé attentivement son environnement pour voir si quelqu'un agissait de manière suspecte, après s'être déplacé pendant un certain temps. Elena s'est assise. Elle a dit à son frère qu'elle avait un peu apprécié le festival. Elle lui a expliqué que c'était un peu ennuyeux d'avoir la même chose chaque année. Elle se demandait s'il n'y avait rien de nouveau cette année. Ghislain trouve étrange que rien ne soit arrivé à sa sœur alors que le festival est presque terminé. Il se demande si c'est parce qu'il est avec sa sœur. Pendant qu'il réfléchit, quelqu'un demande à Elena si elle veut visiter d'autres régions. Cette personne s'avère être un soldat. Le soldat explique à la jeune fille que son ami lui a dit qu'il y avait de nouveaux événements ailleurs. Il demande à la jeune fille si elle veut bien venir avec lui. Elena est surprise de l'entendre. Elle a pris la main du soldat et lui a dit que les événements devaient être amusants. En voyant cela, notre garçon s'est rendu compte que les 2 soldats. En face de lui se trouvent les traîtres. Ghislain ne pouvait pas croire que Jamal et Philippe étaient les traîtres de leur maison. Les gardes du corps d'Elena étaient les chevaliers les plus fiables du fief.
car il protégeait Helena depuis qu'elle était une petite fille. On sait qu'ils ont été assassinés alors qu'il la protégeait dans le passé. Avec un sourire aux lèvres, Jamal a accueilli sa maîtresse à l'événement, à la grande surprise de la jeune fille. Il n'y avait personne. Helena ne comprend pas ce qui se passe, elle demande à Jamal s'il va vraiment y avoir un événement dans un endroit aussi sale. Avec un regard nerveux, Jamal lui dit que les gens n'ont pas encore dû se préparer. Il lui a dit que les gens allaient bientôt arriver. Helena a cru que son garde du corps plaisantait avec elle. Elle lui a demandé s'il se produirait dans un endroit aussi sale, pendant qu'elle parlait. Notre garçon regarda autour de lui. Bien que l'endroit ressemble à une simple rue déserte, Ghislain pouvait dire que les hommes avaient soigneusement bloqué l'issue de secours. Il se rend compte qu'ils ont dû faire leurs préparatifs à l'avance. Pendant qu'il réfléchissait, sa sœur l'a tiré. Elle lui a demandé de partir avec elle. Jamal demande à sa maîtresse de rester pour voir le spectacle, mais Helena lui répond qu'elle ne va pas regarder un spectacle dans un tel endroit. Ghislain a demandé à sa sœur si elle faisait de la musculation. Il lui a dit qu'elle était assez forte. Avant que la jeune fille ne puisse répondre, Philippe est apparu devant elle. D'un air effrayant, l'homme demande à Helena d'attendre un peu. La jeune fille est devenue nerveuse en voyant l'expression de son visage. Elle a dit à ses deux gardiens qu'ils agissaient bizarrement. Elle leur a demandé si quelque chose n'allait pas. Jamal s'est excusé auprès d'elle pour l'avoir effrayée, avec un regard effrayant. L'homme informe sa maîtresse qu'une demande raisonnable lui est parvenue. Helena a été surprise d'entendre parler d'une demande. Au moment où Jamal a dit ça, 3 hommes entrent dans la zone, 2 d'entre eux portent des vêtements noirs, l'autre, qui semble être leur chef, porte un manteau et un chapeau bleu. Cet homme s'appelle Frank, et Frank a félicité les hommes pour leur bon travail. Jamal s'est approché de l'homme et lui a dit qu'ils avaient amené leur maîtresse comme il l'avait promis. Il a dit à Frank que leur accord s'arrêtait là. Frank a remarqué que Ghislain était aussi là avec Helena. Il a dit à Jamal qu'il ne lui avait jamais demandé d'amener notre garçon. Tout en tremblant, Helena serre son frère dans ses bras. Le sourire aux lèvres, Jamal révèle à l'homme qu'il lui donnera Ghislain gratuitement. Il lui dit que notre garçon les a suivis bêtement sans savoir que ce serait son cimetière. Ghislain a demandé à Jamal s'il pensait vraiment pouvoir s'en sortir en les vendant. Avec un air arrogant, Jamal a demandé à notre garçon de s'inquiéter pour lui. Il lui a dit qu'il n'avait qu'à s'enfuir dans un endroit lointain. Il a expliqué à notre garçon que lui et son ami en avaient tout simplement assez de cette terre appauvrie et tourmentée par les barbares. Il a dit à Ghislain qu'il y en a beaucoup d'autres qui quittent le pays. Au moment où il dit cela, Ghislain se rapproche de lui et l'attaque. Notre garçon transperce facilement son armure d'un seul coup. Tout le monde a été choqué de voir cela. Le corps de Jamal s'est déchiré. Notre garçon a dit à l'homme que les personnes qui sont parties n'ont jamais essayé de les vendre, et il a immédiatement dit ceci. Il se tourne vers Philippe et lui demande s'il a tort. Le chevalier s'empara rapidement d'Helena. Il traita Jamal d'idiot. Il ne pouvait pas croire qu'un chevalier perdrait contre un amateur, avant que l'idiot ne puisse rengainer son épée. Ghislain lance son épée directement sur son front. L'homme ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il s'écroule et meurt. Helena se précipite vers son frère. L'un des hommes en noir demande à son chef s'ils sont vraiment en train de regarder Ghislain. L'autre homme dit à Frank que notre garçon n'a jamais eu d'expérience de combat réel ou d'entraînement fondamental. Frank dit aux hommes qu'ils sont bien en train de regarder Ghislain. Bien qu'ils aient été pris au dépourvu, Frank ne pouvait pas croire que notre garçon avait tué 2 chevaliers instantanément avec des attaques utilisant le mana, tout en tremblant. Helena demande à son frère de lui expliquer ce qui se passe. Dès qu'elle a posé sa question, notre garçon l'a frappé au cou et l'a assommé. Il l'a déposé avec précaution sur le sol et lui a demandé de se reposer un peu. Dès qu'il l'a fait, Frank l'a remercié de leur avoir facilité la tâche. Il dit à Ghislain qu'il est très différent de ce qu'il a entendu. Il lui révèle qu'ils avaient l'intention de s'occuper de Jamal et de Philippe. L'homme fume une pipe et demande à notre garçon s'il a caché ses véritables talents. Ghislain retire son épée de la tête de Philippe et demande à Frank de lui dire pourquoi il se soucie de ses compétences. Notre garçon a regardé attentivement les hommes. Les hommes en noir n'étaient rien pour lui. Mais Frank était différent. La quantité de mana qu'il dégageait était d'un tout autre niveau. Ghislain comprit qu'il devait mettre fin au combat rapidement. Il libéra son mana et sortit quelques cordes. Avant de se battre, notre garçon a demandé aux hommes de lui dire qui avait fait la demande. Frank a répondu à notre garçon qu'il n'était pas nécessaire qu'un homme mort obtienne cette information. Ghislain savait déjà que les hommes ne lui répondraient pas facilement. Il a pris position et a dit aux hommes que, de toute façon, ils allaient bientôt révéler la vérité. L'un des subordonnés de Frank lui demande s'il faut couper la tête de Ghislain. L'homme répond à son subordonné qu'il veut qu'il capture notre garçon vivant et qu'il lui brise tous les os pour qu'il ne puisse pas s'empêcher de devenir fou. Avec un sourire effrayant, Frank dit que Ghislain doit hurler de douleur pour que la forme soit belle. Dès qu'ils ont entendu cela, les 2 hommes se sont précipités sur notre garçon.
Guilain a sorti quelque chose de sa poche et le lance sur l'un des hommes. L'homme a été surpris de voir un pétard, au moment où il a perdu sa concentration. Guilain se rapproche de lui et le poignarde à la tête. L'autre homme dit qu'il s'agit d'une ruse superficielle, et il attaque rapidement notre garçon. Guilain a déplacé son épée derrière lui et l'a utilisée pour bloquer l'attaque, tout en s'accrochant. Notre garçon a mis sa main autour de l'épée, il a utilisé son épée pour frapper la main de l'homme. Avant que l'homme ne puisse réagir, Guilain l'a décapité. Au moment où il a fait cela, Franck l'a attaqué. Notre garçon a bloqué l'attaque avec l'autre épée. Franck a été choqué de voir cela. Il n'arrivait pas à croire que Guilain avait réussi à bloquer son attaque dans sa position. Il était certain qu'il s'agissait d'une attaque sournoise parfaite. Guilain repousse rapidement l'épée de l'homme et se lève. Il a fait une coupure nette sur le cou de Franck. La pipe de l'homme est tombée par terre, à la surprise de notre garçon. Franck l'a attaqué, tout en utilisant du mana sur son cou. Franck dit à Guilain qu'il est en fait surpris. Il a dit à notre garçon qu'il aurait perdu son cou s'il n'avait pas eu assez de mana. Guilain fut choqué de voir que Franck avait survécu à une attaque au cou. Il réalisa rapidement que l'homme avait concentré son mana autour de son cou pour réduire les dégâts. Franck a pris position et a dit à notre garçon qu'il ne savait pas où il avait appris ses étranges talents d'escrimeur. Avec un sourire inquiétant, l'homme promet à Guilain qu'il mourra ici. Franck a repoussé notre garçon et lui a dit qu'il ne pouvait pas le vaincre avec son faible mana. Il a assuré à Guilain qu'il mourrait ici. À la surprise de l'homme, Guilain sourit en entendant cela. Franck ne comprenait pas pourquoi notre garçon souriait. Guilain repoussa l'épée de l'homme et lui fit perdre son calme. Immédiatement, il utilise sa jambe pour donner un coup de pied au visage de Franck. Franck a rapidement reculé après avoir reçu l'attaque. D'un air suffisant, Franck rappelle à notre garçon que ses attaques ne fonctionneront pas avec son petit mana. Au moment où il a dit cela, Franck a craché du sang. Il tombe à terre et se met à tousser fortement. L'homme ne comprend pas ce qui se passe. Il s'est rendu compte que l'attaque de Guilain était beaucoup plus puissante qu'auparavant. Il était certain qu'il était impossible pour Guilain de percer son amélioration avec son niveau de compétence. Notre garçon s'est lentement approché de l'homme et lui a révélé qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit le véritable coupable de la mort de sa sœur. D'un air effrayant, il libéra son troisième noyau et demanda à Franck de se préparer. L'homme était choqué de voir cela. Il ne pouvait pas croire que le mana de notre garçon avait soudainement augmenté. Avant qu'il ait pu y réfléchir, il a vu Guilain devant lui. Il a été choqué de voir à quel point notre garçon était devenu rapide. Guilain attaqua l'assassin avec plus de férocité. Cependant, Franck put bloquer les attaques, mais les attaques étaient assez lourdes. Guilain ne se retenait pas. Franck ne comprenait pas ce qui se passait. Ses mains s'engourdissaient à force de bloquer les attaques de notre garçon, tout en regardant son épée presque en ruine. L'homme se rappela qu'il y a généralement un effet limité lorsque quelqu'un tire beaucoup de mana, mais ce n'était pas le cas de Guilain. Franck n'avait jamais entendu parler d'une méthode permettant d'augmenter le mana de façon aussi explosive. C'était comme si notre garçon était devenu une personne différente. Pendant que Franck essayait de reprendre sa position, Guilain a utilisé son épée pour écraser l'arme de l'homme. Immédiatement après, il frappa lourdement le corps de l'homme. Il serra les dents et enfonça son épée dans le corps de Franck, qui hurla de douleur. Avant qu'il ne puisse continuer à crier, Guilain a posé sa main sur sa gorge et l'a poussé contre le mur, tout en s'accrochant à son épée. Notre garçon dit à l'homme qu'ils doivent poursuivre leur conversation de tout à l'heure. Il a demandé à Franck de lui dire qui avait demandé l'assassinat. L'homme ne se soucie pas de répondre à Guilain, il sort une petite lame. The man doesn't bother to answer Guilain, et pull out a small blade. Avant que l'homme ne puisse lancer sa lame, des cordes ont saisi sa main, c'est notre garçon qui a enlevé les cordes. Il demanda à l'homme de conclure un accord avec lui. Le regard froid, Guilain demande à l'homme de ne pas faire de bêtises. Il lui dit qu'il va remettre son épée au fourreau. Franck fut choqué de voir que les fils avaient été créés avec du mana. Il ne savait pas quand notre garçon avait eu le temps de créer une telle chose. Guilain a enfoncé son épée plus profondément dans le corps de l'homme. Il lui a dit que quelqu'un de son niveau devrait être capable de réparer cette blessure. Avec un ton horrifié dans la voix, notre garçon a dit à Franck que son niveau n'aura plus d'importance lorsque son noyau de mana sera détruit. L'assassin a été choqué d'entendre cela. Quand il a regardé vers le bas, il a vu l'épée de notre garçon briller. Il a immédiatement commencé à crier. Il sent son mana se disperser. Franck hurle sur Guilain et lui demande s'il a perdu la tête. Il lui dit que le reflux pourrait provoquer une explosion et souffler toute la zone. Il demande à Guilain s'il a l'intention de s'autodétruire. Avec un regard terrifiant, notre garçon a dit à l'homme que seuls ceux qui ne sont pas compétents font une telle erreur. Il a assuré qu'il peut se débrouiller tout seul. Franck a été choqué de voir l'expression du visage de Guilain. Il a compris que notre garçon ne bluffait pas.
Il a acquis la certitude qu'il allait mourir. En hurlant à tue-tête, Frank révèle à notre garçon qu'il est envoyé par le comte Desmond. Selon lui, le comte avait besoin d'une raison pour déclencher une guerre contre les familles Persium et de Gar. Notre garçon a été surpris d'apprendre qu'il s'agissait du comte. Dans la vie antérieure de Guillain, ce genre de travail était laissé aux familles alliées à la famille du duc. Notre garçon fut contrarié de voir que le duc Delphine avait orchestré le tout sans y être impliqué. Guillain a demandé à Frank si c'était la raison pour laquelle il voulait tuer sa sœur. L'homme a répondu à notre garçon qu'il avait raison. Aussitôt qu'il a répondu, notre garçon lui a enfoncé son épée dans le corps. Frank a craché un peu de sang. Et rappelle à Guillain qu'il a promis de ranger son épée. Notre garçon a souri en entendant cela. Il a demandé à l'homme de lui dire pourquoi il a peur alors qu'il a aussi tué beaucoup de gens. Frank s'est mis à rire en entendant cela. Notre garçon était surpris de voir cela. L'homme s'est rapproché de Guillain et lui a révélé que rien ne changerait même s'il mourait. Il a dit à notre garçon qu'il avait déjà terminé le travail de la famille de Gar. Il a demandé à notre garçon si les gens écouteraient un voyou comme lui. Il lui assure que Persium périra dans la guerre. Au moment où il dit cela, Guillain lui attrape la tête et la pousse contre le mur. Le sourire aux lèvres, notre garçon a raconté à l'homme qu'il renaissait après sa mort. Il lui a assuré que les choses seraient différentes cette fois-ci. Aussitôt dit, son épée se mit à briller plus fort. Frank leva la tête et cria. L'homme fit jaillir son énergie par la bouche. Il a explosé lorsqu'il a atteint le ciel. Il ressemblait à un feu d'artifice. Au moment où il a fait cela, il est tombé sur le sol et est mort, tout en respirant fortement. Notre garçon a regardé autour de lui. Il a vu les cadavres sur le sol. Il fixe le corps inconscient de sa sœur, après s'être assuré qu'il n'y avait personne à côté de lui. Guillain jeta son épée au sol. Il prit une grande inspiration et tomba au sol. Il commença à cracher du sang, tout en nettoyant le sang de sa bouche. Notre garçon a dit qu'il était très facile pour lui d'exploser 3 noyaux lorsqu'il était le roi des mercenaires. Il s'est redressé en se disant qu'il ne tomberait pas ici. Notre garçon s'est précipité vers un bâtiment. Et a ouvert la porte d'un coup de pied. Il a trouvé 2 corps à l'intérieur du bâtiment. Dans la vie antérieure de Guillain, un autre corps qu'Helena a été retrouvé à cet endroit. Grâce à ce que Frank a dit plus tôt, notre garçon a réalisé que le corps devant lui appartenait au fils de la famille de Gar. Le garçon a été tué avec son chevalier d'escorte. Les 2 hommes ont été réduits au silence et accusés d'être les assassins d'Helena. Notre garçon a déplacé leur corps. Il était certain qu'une guerre aurait lieu si ces corps étaient révélés. Guillain a sorti un pétard. Il a décidé d'effacer les preuves. Après avoir mis le feu au bâtiment, notre garçon a porté sa sœur et s'est éloigné lentement. Il s'est assuré qu'il ne laisserait jamais les choses se dérouler comme prévu pour ses ennemis. Alors que Guillain s'avance, on voit quelqu'un qui l'observe depuis un arbre. La personne a disparu après avoir regardé notre garçon pendant un moment. La scène change et nous voyons l'homme faire son rapport à ses supérieurs assis autour d'une table ronde. L'homme leur révèle que l'assassinat a été un échec. Les personnes assises autour de la table ronde ont été choquées d'entendre cela. Elles ne pouvaient pas croire que Frank et les 2 autres chevaliers avaient échoué la mission. Elles ont demandé à l'homme s'ils avaient baissé leur garde parce qu'ils croyaient que le travail serait facile. D'un air nerveux, l'homme leur dit qu'ils ont échoué à cause de Guillain. Les hommes ont été choqués d'entendre cela. Ils n'arrivaient pas à croire que le bâtard inutile du Nord avait vraiment fait quelque chose. L'un des hommes présents sur la table a rappelé à l'espion que Guillain est en fait une merde inutile. Il a demandé à l'homme d'arrêter d'utiliser notre garçon comme excuse. L'espion a révélé à l'homme que Guillain est complètement différent des informations et des rumeurs qu'ils ont sur lui, tout en se rappelant comment notre garçon a traité avec leurs hommes. L'espion a dit à ses supérieurs que Guillain était fondamentalement une personne complètement différente. L'homme révèle à ses supérieurs qu'ils se sont déjà occupés de la famille de Gar. Il leur assure qu'il ne sera pas difficile de déclencher une guerre territoriale. Il les supplie de lui donner une nouvelle chance. Les hommes ont demandé à l'espion de se taire. Ils ne pouvaient pas croire qu'il n'était pas capable d'obtenir suffisamment d'informations sur un seul enfant. Ils ont demandé à l'espion s'il savait qu'il avait repoussé leur plan. Ils ne pouvaient pas croire que l'homme demandait une autre chance alors qu'il avait échoué dans sa première mission. Les membres du groupe ont ordonné l'élimination de l'espion. Au moment où ils ont dit cela, quelqu'un assis sur un trône leur a dit qu'ils étaient bruyants. L'homme a demandé à l'espion de lui indiquer le type de chance qu'il souhaite. L'espion assure à l'homme qu'il peut se débarrasser de Guillain. L'homme lui demande de lui dire comment il veut faire. L'espion révèle à l'homme mystérieux qu'il fera en sorte qu'un duel se produise naturellement. Il dit à l'homme qu'il a quelqu'un en tête. Les hommes de la table lui ont demandé de leur dire qui il comptait choisir. L'homme leur a révélé qu'il avait l'intention de choisir qu'un loge. Cette personne est célèbre pour sa maîtrise de l'épée basée sur la force, malgré son jeune âge. Il est l'incarnation de la force. L'espion a assuré à ses maîtres qu'il n'y a personne dans le Nord qui soit à la hauteur de la force de Cain, d'après l'homme. Cain est le cousin de Guillain.
Il ne sera donc pas difficile de les faire se rencontrer en duel. Le regard froid, l'homme mystérieux dit à son subordonné qu'il n'aura pas d'autre chance après cela, l'espion lui assure qu'il ne le décevra pas. La scène change et nous sommes emmenés dans la salle d'entraînement de la maison Perdium. Fergus entre dans la pièce et dit à son maître que c'est déjà l'heure du repas. Le moment est 7:10, et saw something coming toward him. Notre garçon a posé son fil sur une épée à côté de l'homme. Il enroula le fil autour de l'épée et s'en servit pour la tirer à lui. Ghislain déplace prudemment son épée. Il voulait voir si le fil était facile à manier pour lui. En balançant son épée, notre garçon a vu le vieil homme. Fergus s'est approché de son maître et s'est excusé d'avoir interrompu sa séance d'entraînement. Il demanda à son maître de lui dire comment il avait pu traîner l'épée. Ghislain a montré le fil à l'homme. Il dit à son chevalier que la technique est connue sous le nom de fil de mana. C'est une façon d'utiliser le mana comme une corde. Dans la vie antérieure de notre garçon, il utilisait cette technique tout le temps, mais à son niveau actuel, Ghislain doit faire imploser son noyau pour pouvoir l'utiliser comme avant, car il manque de mana. La seule façon pour notre garçon d'utiliser du mana tout en utilisant ses fils est de créer une plus petite quantité de fils. Le vieil homme fut surpris de voir la technique de son maître. Il avait toujours cru qu'il avait bien entraîné son mana, mais il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Fergus ne savait pas comment son maître avait pu créer cette technique avec le mana. Il était certain que Ghislain n'avait aucune compétence et qu'il ne s'était pas entraîné depuis longtemps. Notre garçon a demandé à l'homme s'il avait besoin de quelque chose. Fergus a dit à son maître qu'il était en fait passé pour lui dire quelque chose. Il s'incline et remercie Ghislain d'avoir protégé sa petite sœur. Notre garçon a été surpris de voir le vieil homme le remercier. Il lui a dit qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il a demandé à Fergus de manger avec lui. Quelques jours plus tard, la fête a été interrompue, probablement parce qu'un chevalier a tenté de trafiquer la jeune femme. À l'intérieur du château, nous voyons Helena se plaindre à son frère. Elle lui dit que personne ne la croit quand elle dit qu'il l'a sauvée. Elle demande à son frère de dire quelque chose aux gens. Ghislain lui assure que c'est bon. Il lui dit que personne ne le croira non plus. Belinda a été contrariée par les propos d'Helena. Elle a été contrariée d'entendre que Jamal et Philippe essayaient de la prendre. Elle a cru que les chevaliers essayaient de prendre Helena pour eux. Elle a dit à sa maîtresse qu'elle avait toujours cru que les deux hommes étaient des pervers. Ghislain est heureux de voir que sa sœur a réussi à survivre. Bien qu'il ait pu empêcher la guerre de se produire, notre garçon savait que ses ennemis n'abandonneraient pas facilement. Ghislain savait qu'il ne pourrait pas les arrêter éternellement seul. Il a compris qu'il devait développer sa propre force militaire. Pendant qu'il réfléchissait, une servante est entrée dans la pièce. Elle a apporté un chariot contenant leur nourriture. Notre garçon a compris qu'il devait faire de la politique s'il voulait obtenir les choses dont il a besoin. La femme de chambre a placé l'assiette sur la partie de la table réservée à Ghislain. Lorsqu'il a ouvert l'assiette, il a vu un morceau de pomme de terre. Notre garçon a été choqué de voir cela. Ghislain se tourne vers Belinda et lui demande de lui dire quand ils prendront le dessert. La servante est surprise d'entendre cela. Elle demande à son maître s'il ne sait pas ce qu'il en est de leur situation. Au moment où elle dit cela, notre garçon entend quelqu'un crier à l'extérieur du château. Il a sursauté en entendant la personne. À la porte du château, on voit un barbu grassouillet qui demande à la maison Perdium de le dédommager pour le préjudice qu'ils ont causé avec l'annulation de la fête. Il n'y avait pas que l'homme joufflu qui demandait cela. D'autres hommes demandaient aussi des compensations. Ils tenaient des fourches. Ils ont demandé à Ghislain et à sa sœur de sortir. Ils leur ont demandé d'arrêter de gaspiller leur argent. Les gardiens ont supplié les hommes de se calmer. Notre garçon a regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Belinda a dit à son maître qu'elle savait que cela arriverait. Elle a révélé à Ghislain que leur comté est rempli de marchands qui vivent des bénéfices du festival, bénéfices qui leur ont suffi l'année dernière. Cependant, comme le festival a été annulé après une seule journée, il faut s'attendre à ce que les commerçants soient en colère. Ghislain est choqué d'entendre cela. Il ne s'attendait pas à ce que le comté soit dans une telle situation. Notre garçon s'est détourné de la fenêtre. Il a compris qu'il devait arrêter les marchands. Il est certain qu'ils deviendront plus agressifs s'il ne fait rien. Ghislain demande à Fergus de lui dire ce que font les soldats. Il lui demande d'envoyer les soldats en bas pour calmer la foule. Fergus révèle à notre garçon qu'ils n'ont pas de soldats. Ghislain n'en croit pas ses oreilles. Le vieil homme explique à notre garçon que la plupart de leurs soldats ont été envoyés dans la forêt des monstres pour être reconstruits à cause du raid des ors. Ghislain est agacé d'entendre cela. Le Perdium est éternellement en guerre à cause des barbares du nord. De l'autre côté du comté se trouve la forêt des monstres. Les monstres peuvent venir de cet endroit à n'importe quel moment. Ghislain n'arrive pas à croire qu'ils n'ont ni argent ni soldats. Il a déplacé Belinda sur le côté et lui a dit qu'il fallait qu'il parte. Il rappelle à la femme de chambre que c'est elle qui gère son argent. Il lui demande d'utiliser son argent pour calmer les marchands.
D'un air surpris, Belinda dit à son maître qu'il n'a plus d'argent. Notre garçon lui a demandé de lui en donner la raison. La servante a rappelé à son maître que le comte lui avait coupé les vivres parce qu'il avait l'habitude de dépenser l'argent comme de l'eau. Ghislain ne pouvait pas croire qu'il était fauché. Il demande à Belinda de lui prêter de l'argent. La servante répond à son maître qu'elle n'a pas d'argent liquide. La scène change et nous voyons Ghislain regarder la ville à travers sa fenêtre. Notre garçon ne pouvait pas croire que sa famille était dans une situation si terrible. Il s'interrogeait sur ce qu'ils avaient réellement. Notre garçon savait qu'il ne pouvait rien faire s'il n'avait pas d'argent. Même s'il avait une connaissance de l'avenir, cela n'avait pas d'importance sans argent. Ghislain a réalisé qu'il devait d'abord obtenir de l'argent. Il s'est demandé s'il y avait quelque chose sur le domaine qui pourrait changer sa situation, pendant qu'il réfléchissait. Ricardo fait irruption dans sa chambre. Notre garçon est surpris de voir le soldat respirer bruyamment. Il lui demande de lui expliquer pourquoi il est pressé. D'un air inquiet, Ricardo révèle à son maître qu'il y a un problème. Il lui dit que Caïn veut le voir. Ghislain est choqué d'entendre cela. La scène se déplace à nouveau. Et nous voyons Scoven respirer fortement. Le visage de l'homme était fortement meurtri. Alors qu'il essayait de reprendre sa position, son adversaire lui a donné un violent coup de poing au visage. La personne a frappé l'homme sur son plastron. L'attaque a traversé l'armure et a endommagé le commandant sur sa poitrine, au moment où il a encaissé l'attaque. Il est tombé à terre. À l'entrée du bar, nous voyons Ghislain arriver. Notre garçon a vu le commandant tomber à terre. Scoven a appelé son jeune maître lorsqu'il l'a vu. Notre garçon a été contrarié de voir cela. Cain a accueilli Ghislain. Quand notre garçon a levé la tête, il a vu un grand garçon devant lui. C'est avec le sourire que Cain salue son cousin. Ghislain regarde attentivement Cain. Il s'est immédiatement souvenu du visage du garçon. Cain est l'héritier du comté de Loges, un comté avec lequel sa famille a conclu une alliance à l'heure actuelle. Cain était le seul ami et l'ennemi de Ghislain. Alors que Scoven tremble sur le sol, Cain descend les escaliers. Ghislain a demandé à Ricardo de lui expliquer la situation, selon le soldat. Le commandant et lui sont venus à la taverne parce qu'ils ont entendu parler de troubles. Lorsqu'ils sont arrivés à la taverne, ils ont trouvé Cain avec son chevalier d'escorte. Le garçon arrogant les a reconnus et leur a demandé si les rumeurs concernant Ghislain étaient vraies. Scoven explique au garçon les détails de la rumeur. Avant que l'homme n'ait pu finir de parler, Cain lui a saisi la bouche. Avec un sourire inquiétant, il demande à Scoven d'arrêter de mentir à l'héritier du comté de Loges. C'est ainsi que l'idiot a commencé à battre le commandant. Cain a demandé à Ricardo de raconter l'histoire. D'après le garçon, le commandant lui a dit que notre garçon, qui n'a jamais été entraîné de sa vie, a abattu un ORC à main nue et s'est occupé tout seul des chevaliers d'escorte traîtres. Cain explique à Ghislain qu'il doit réveiller le commandant pour le ramener à la raison. Avec un sourire inquiétant, Cain a dit à Ghislain que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas menti en premier lieu. Notre garçon comprit immédiatement pourquoi cet idiot arrogant se comportait ainsi. Il se souvint que Caïn l'avait toujours traité comme son subordonné. Chaque fois que ce garçon arrogant se rendait à Perdium, il mettait toujours le bazar. Même après que Cain ait causé tant d'ennuis, personne ne pouvait dire quoi que ce soit parce que Ghislain était essentiellement son subordonné. Personne dans le comté ne pouvait mépriser Cain. Contrairement à Ghislain qui a toujours eu un complexe d'infériorité. L'assurance et l'audace de Cain ont été saluées comme des qualités propres à un héritier. Grâce à cela, Ghislain a été plus critiqué par les gens. Notre garçon a souri quand il s'est souvenu de cela. Cain fut surpris de le voir sourire. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Normalement, Ghislain l'aurait chargé après avoir reçu autant de provocations. La scène bascule et nous sommes ramenés quelques heures plus tôt, au comté de Loges. Caïn entend l'espion lui demander de tuer Ghislain, ce qui choque le garçon. L'espion lui a assuré que la personne estimée soutiendrait sa famille s'il réussissait. Cain expliqua à l'homme qu'il n'était pas difficile de s'occuper de notre garçon, mais qu'il était toujours difficile de tuer l'héritier d'un comté, et il demanda à l'homme de lui dire comment il était censé éliminer notre garçon. L'espion explique au garçon qu'ils peuvent attirer Ghislain dans un duel et faire croire à un malheureux accident. Cela ressemblera à une banale dispute entre héritiers. L'homme révèle à Caïn qu'il l'accompagnera déguisé en chevalier d'escorte et orchestrera la situation. Il a assuré au garçon que tout irait bien, le sourire aux lèvres. L'espion a dit à Cain qu'il s'agissait d'une occasion très rare, même pour lui. Caïn ne pouvait pas croire qu'il avait la possibilité de tuer son propre cousin. Le sourire aux lèvres, le garçon dit à l'homme qu'ils doivent partir immédiatement. Actuellement, Cain se demande si la mystérieuse organisation ne veut pas se débarrasser de Ghislain parce que quelque chose a changé en lui. Le garçon a souri en pensant à cela. Il a demandé à notre garçon de lui dire ce qu'il faisait. Il s'est assis sur les marches et a demandé à Ghislain de lui dire pourquoi il est simplement debout. Il a demandé à notre garçon d'apporter la chose qu'il a préparée pour lui. Ghislain a demandé au garçon de lui dire de quoi il parle.
Cain a dit à son cousin qu'il avait entendu dire que le festival avait été interrompu. Il a dit à notre garçon qu'il fallait mettre de l'ambiance et s'amuser. Il a rappelé à Guilain qu'ils sont toujours en phase quand il s'agit de ce genre de choses. D'un air effrayant, il a demandé à notre garçon s'il avait tort. Guilain n'avait pas peur du garçon. En fait, il ne savait pas de quoi il parlait. Après avoir réfléchi une minute, notre garçon a compris ce que disait son cousin. Il lui a demandé s'il parlait de quelque chose. Guilain s'est souvenu que Caïn lui faisait préparer de l'alcool et des femmes chaque fois qu'il venait ici. Notre garçon a accédé à sa demande à l'époque parce qu'il ne voulait pas que son grand cousin le batte. À cause de Cain, Guilain a dû gaspiller son précieux argent. Notre garçon s'est souvenu que Bélinda lui avait dit que son père lui avait coupé les vivres. Guilain a souri en pensant à cela. Il s'est rendu compte qu'il l'avait sous les yeux pendant tout ce temps. Il ne pouvait pas croire que sa source d'argent se trouvait juste devant lui. Pendant qu'il réfléchissait, Caïn l'a appelé. Guilain est revenu rapidement à la réalité. Caïn a demandé à son cousin de lui apporter les choses tout de suite. Il lui a dit qu'il l'attendait. Notre garçon a assuré à l'idiot qu'il l'apporterait bientôt. Avec un regard effrayant, Guilain dit à Caïn qu'il a d'abord une dette à rembourser envers lui. L'espion a été choqué de voir le regard de notre garçon. Caïn demande à Guilain de lui expliquer de quoi il parle. Le sourire aux lèvres, Guilain explique à son cousin qu'il s'est occupé de tout ce qu'il lui a demandé de préparer avec son propre argent. Il demande à Caïn de le rembourser maintenant. Il dit au garçon qu'il se contentera de 1000 pièces d'or. Caïn est choqué d'entendre cela. Il dit à notre garçon que tout ne coûte même pas 100 pièces d'or. Il a expliqué à Guilain qu'il avait dépensé son propre argent pour le remercier d'être son ami. Il a parlé de cet argent comme d'un droit d'amitié. Guilain demande à son cousin s'il est stupide. Il lui répond qu'il a toujours été son paillasson. Le sourire aux lèvres, notre garçon a demandé à son cousin de le rembourser avant qu'il ne le tabasse. Il lui a dit qu'il avait besoin de beaucoup d'argent en ce moment. Tout le monde dans la taverne a été choqué de voir comment Guilain parlait. Caïn pousse un soupir et s'est levé. Il a demandé à notre garçon s'il se montrait audacieux parce qu'il y allait doucement avec lui. Guilain, s'il croit vraiment qu'il est devenu plus fort simplement parce qu'il a répandu une fausse rumeur selon laquelle il a gagné contre le chevalier, Caïn a traité notre garçon de parasite qui se nourrit de la terre. Il lui a expliqué que tout le monde dans le Nord le traite de canaille parce qu'il ne fait que débiter des sornettes, et il a immédiatement dit ceci. Il a serré le poing et a demandé à Guilain de se ressaisir. Aussitôt dit, il a attaqué notre garçon. Guilain esquiva facilement l'attaque en se déplaçant sur le côté, ce qui étonna Caïn. Ricardo et l'espion sont également surpris. Caïn a rapidement dirigé sa main vers la tête de notre garçon. Guilain a esquivé l'attaque et s'est baissé. Il a donné un coup de poing dans les côtes de l'idiot. Caïn a été choqué de sentir la douleur de l'attaque. Guilain a tendu la main et tenta de frapper le garçon à la tête. Caïn réussit à bloquer l'attaque avec sa main. Il sourit lorsqu'il bloqua l'attaque. Notre garçon a été surpris de voir cela. Caïn tombe à genoux et hurle de douleur. L'espion se précipite rapidement aux côtés du garçon et demande à Caïn s'il va bien. Guilain demande au garçon d'arrêter de se plaindre. Il lui dit qu'il sait qu'il a bloqué l'attaque. L'espion demande à Guilain de reculer. Il lui demande de ne pas s'approcher de Caïn. Tout le monde à la taverne a été choqué de voir cela. Il ne pouvait pas croire que notre garçon avait vraiment battu Caïn. Guilain sourit en voyant cela. Il comprit immédiatement les intentions de Caïn. Caïn demande à voix basse à l'espion s'il joue bien la comédie. Caïn chuchota à l'espion si son jeu était bon. Avec un sourire sur son visage, l'homme lui répondit que son jeu était parfait. Il lui dit qu'il avait parfaitement préparé le terrain pour faire croire que la faute revenait à Guilain. Il assura à Caïn qu'il avait maintenant assez de justification pour se battre en duel avec notre garçon. L'idiot mit sa main dans sa poche. Il était certain qu'il devait obtenir le soutien de l'estimé. Il décida de laisser une impression durable. Caïn sortit un gant bleu. Il n'arrivait pas à croire qu'on lui donnait l'opportunité de couper le perdium qui est un pouvoir de chute. Il relève le gant et dit à Guilain qu'il a terni la dignité de la noblesse avec des mensonges. Il dit que notre garçon l'a attaqué simplement parce qu'il essayait de vérifier la vérité. Avant que Caïn ne puisse terminer ses mots, Guilain lui lance son gant. Il provoque son cousin en duel. Caïn était choqué de voir cela. Notre garçon a dit à l'idiot qu'il avait insulté un héritier comme lui devant son peuple et agressé son chevalier. Il lui a dit qu'il avait terni la dignité de la noblesse. Le sourire aux lèvres, Guilain demande à son cousin s'il a l'intention de nier les allégations. Caïn a souri en entendant cela. Il a toujours cru que notre garçon était stupide, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit assez stupide pour creuser sa propre tombe. Il sort son épée et dit à Guilain qu'il accepte le duel. Il a pointé son épée sur notre garçon et lui a demandé de ne pas le regretter, même s'il meurt. Notre garçon a souri en entendant cela. Il appela Ricardo. Le soldat lui répondit immédiatement. Guilain ordonna à Ricardo d'amener tous les marchands qui protestaient devant le château. Le soldat fut choqué d'entendre cela. Avec un sourire fou,
Guilain demande à Ricardo de dire aux commerçants qu'il va les aider à gagner beaucoup d'argent. Lorsque le festival a été annulé, l'atmosphère qui avait atteint son paroxysme s'est soudainement refroidie, certains touristes ont regretté leur décision de visiter le comté. Guilain était certain que les touristes étaient dans un état de combustion incomplète. C'est parce qu'ils n'étaient pas en mesure de dépenser leur argent ou leur temps. Dans cette situation, si un événement se produisait maintenant, il pourrait les apaiser. La scène change et nous voyons Guilain et Quint sur une estrade. Les deux garçons étaient entourés d'un grand nombre de personnes. Ils semblaient excités d'assister à un duel entre notre garçon et Quint. La plupart des gens étaient heureux de voir que Guilain allait être battu, grâce à la bagarre. Les propriétaires de magasins ont ouvert leurs boutiques et ont commencé à vendre leurs articles aux touristes. Le marchand Joufflu qui protestait a demandé à tout le monde de parier. Il leur a demandé d'apporter leur argent. Tous les marchands ont immédiatement mis leur argent. Ils ont parié sur Caïn. Ils étaient certains que c'était une victoire assurée. Caïn pose son énorme épée sur le sol et Delhomme a demandé à notre garçon de lui dire pourquoi il transformerait un duel sacré en un marché. Le sourire aux lèvres, le garçon dit à Guilain que son épée ne s'arrêtera pas même s'il se rend. Guilain ne fut pas surpris d'entendre cela, il savait déjà que Caïn et son chevalier d'escorte avaient l'intention de le tuer. Notre garçon dit à son cousin que suffisamment de personnes se sont rassemblées, il lui dit qu'ils peuvent commencer le match. Au moment où il dit cela, l'espion lui demande d'attendre, le sourire aux lèvres. L'homme dit à Guilain qu'un pari en bonne et due forme ne peut avoir lieu. Tout le monde a été choqué d'entendre cela. L'homme Joufflu révèle au peuple que personne n'a parié sur Guilain. Les gens n'ont pas été choqués d'entendre cela, ils pensent que seule une personne stupide parierait sur Guilain, ils pensent tous que les résultats sont trop évidents. Quint a ri en entendant cela, il a dit à notre garçon que même son propre peuple ne lui fait pas confiance. L'homme grassouillet demande à l'espion s'il faut changer le contenu du pari. Il lui répond qu'il faut parier sur la résistance de Guilain face à Caïn. Au moment où il dit cela, quelqu'un dépose un sac d'or sur la table, la personne s'avère être le commandant, il était soutenu par Ricardo. L'homme dit au marchand qu'il veut parier sur notre garçon. Guilain a souri en voyant cela. Une autre personne a déposé un énorme sac d'or sur le sac de Scoven. La personne s'avère être Helena, la fille a dit à l'homme qu'elle voulait parier sur son grand frère. Guilain et tous ceux qui étaient là ont été choqués de voir cela. La fille a demandé au marchand si l'argent était suffisant, après l'avoir soigneusement compté. L'homme lui dit que c'est suffisant. Belinda rappelle à Helena qu'elle lui a déconseillé de le faire. Quint leur a dit qu'il l'avait fait attendre sans raison. L'arbitre a demandé au garçon de se préparer. Guilain rappelle à Caïn qu'il est plus âgé que lui. Il lui dit que ce sera un peu étrange s'il fait le premier pas. Le garçon est choqué d'entendre cela. Guilain a sorti son épée. Il a demandé à Caïn de venir vers lui. Caïn n'a pas compris ce que notre garçon pensait. Il est descendu et a dit à Guilain qu'il était un peu tard pour qu'il se comporte comme un grand frère. Au moment où il a dit cela, on leur a demandé de commencer le combat, ce qu'il a entendu immédiatement. Quint s'est levé d'un bond et s'est précipité pour attaquer notre garçon. Il a utilisé son élan pour frapper Guilain avec sa lourde épée. Notre garçon a réussi à bloquer l'attaque. Il a été surpris de sentir le poids de l'épée. Caïn lui dit qu'il s'est déjà trop abaissé à agir comme un grand frère. Il a utilisé la poignée de son épée pour repousser Guilain. Il a saisi sa lame et a utilisé sa poignée pour attaquer la tête de Guilain. Notre garçon a réussi à esquiver l'attaque en se baissant. Au moment où il a vu cela, Quint a essayé de lui donner un coup de pied avec sa jambe. Guilain a pu esquiver l'attaque mais la jambe de Quint a quand même détruit le sol. Tout le monde était choqué de voir la force de Quint. Il ne pouvait pas croire qu'il n'avait même pas donné à notre garçon la chance d'attaquer. Avec un regard arrogant sur son visage, l'idiot souriait à notre garçon. Guilain ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fier. Belinda a commencé à paniquer après avoir vu la force de Quint. Elle a attrapé Helena et lui a dit qu'il devait arrêter le combat. L'espion sourit en entendant cela. Il sait qu'il est déjà trop tard, quel que soit l'adversaire. Il est pris au piège dès qu'il décide de croiser le fer avec Caïn. L'adversaire est submergé par son immense force et il sera consumé par l'idée qu'il n'a aucune chance de contre-attaquer. L'adversaire finira par utiliser toute son énergie pour esquiver les attaques. À la fin, l'adversaire épuisé laissera une ouverture après avoir esquivé pendant un certain temps et ils connaîtront leur fin. Quint a toujours gagné de cette manière. L'idiot a commencé à attaquer Guilain de manière plus agressive. Notre garçon a réussi à esquiver les attaques. Quint a souri en voyant cela. Il a dit à notre garçon qu'il est toujours aussi glissant. Il a remarqué que les compétences de Guilain se sont améliorées depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Il a cessé d'attaquer avec sa lame et l'a retournée. Il a saisi la lame. Il a dit à notre garçon qu'il avait toujours été bon à la course depuis qu'ils étaient petits. Guilain réussit à utiliser son épée pour bloquer l'attaque. À sa grande surprise, Quint utilisa la poignée pour l'attraper et le projeter en l'air. Tout le monde a été choqué de voir cela.
L'homme a souri en voyant cela. Il croyait que notre garçon était fini. Alors qu'il redescendait lentement vers le sol, Guilain a déclaré qu'il voulait ménager son cousin. Malheureusement pour le pauvre bougre, il a franchi la ligne. Notre garçon a rassemblé le mana dans ses jambes et a atterri avec précaution. Immédiatement il a atterri sur le sol, il a chargé sur Cain. Le garçon a été choqué de voir à quel point Guilain était rapide. Notre garçon a atterri une attaque sur son estomac. Cain a été choqué de voir cela. L'espion ne pouvait pas croire que notre garçon était revenu à un état stable en condensant le mana dans sa jambe. Guilain informa son cousin que sa maîtrise de l'épée est ignorante. Il pouvait voir que Cain se croyait le plus fort, simplement parce que son adversaire serait effrayé s'il montrait un peu de force. Notre garçon a pris position et a dit à Cain qu'il ouvrirait les yeux. Cain est contrarié d'entendre cela. Il se précipite pour l'attaquer. Guilain a utilisé sa jambe pour donner un coup de pied à l'épée du garçon afin de le repousser. Avant que l'épée ne puisse atteindre notre garçon, il a sauté et s'est déplacé sur le côté. Alors qu'il redescendait, Guilain a frappé Caïn à l'épaule jusqu'à la main. Caïn a poussé son épée en avant. Notre garçon a esquivé l'attaque en se déplaçant sur le côté. Il a ensuite utilisé sa jambe pour presser l'épée de Caïn vers le bas. Immédiatement il a coupé Caïn près de son cou. Le sang a commencé à jaillir des endroits où Guilain a frappé plus tôt. Tout le monde est choqué. La foule commence à applaudir. Personne ne s'attendait à ce que Guilain fasse preuve d'un tel niveau de compétence. Certains commencent à regretter d'avoir parié sur Cain. Helena demanda à la servante de voir de quoi elle parlait. Scoven sourit en voyant cela. Cain remarqua qu'il avait des blessures peu profondes. Il était certain que Guilain aurait pu aller plus loin s'il l'avait voulu. Il se demandait s'il l'avait fait exprès. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas comment Guilain pouvait atteindre un tel niveau de maîtrise de l'épée. Notre garçon a jeté un coup d'œil à son cousin. Il jette son épée. Il estime que l'écart important entre leurs compétences ne permettra pas de divertir suffisamment la population. Il dit à son cousin qu'il le combattra à main nue. Cain est contrarié d'entendre cela. Guilain a expliqué au garçon qu'il voulait profiter de cette occasion pour l'éduquer. Il retrousse ses manches et annonce à Cain qu'il va l'éduquer à main nue. Cain est choqué d'entendre son cousin dire qu'il va l'éduquer. Guilain explique à Caïn qu'il n'est pas à la hauteur en matière d'épée et qu'il veut donc lui donner un handicap. Il dit au garçon qu'il vaut mieux qu'il se batte à main nue, domaine dans lequel il excelle. D'un air sérieux, Guilain dit à son cousin qu'il va maintenant ajouter 2000 or, soit le double de la mise initiale, et il dit à Cain qu'il a parié qu'il gagnerait. Tout le monde était choqué d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire que notre garçon avait ajouté 2000 or à la mise initiale. L'espion était plus choqué que tous les autres. Il ne pouvait pas croire que Guilain avait osé défier Cain à main nue. L'homme était heureux de voir que la folie de notre garçon l'avait finalement aidé. Il croyait que la chance était encore de son côté. Avant que le combat ne commence, le marchand joufflu a demandé à tout le monde de placer leur pari supplémentaire. Il leur a dit que l'événement est maintenant un combat à main nue entre Guilain et Caïn. Certains pensaient que notre garçon était stupide d'avoir défié Caïn dans un combat à la force pure. Ils ont décidé de parier sur Caïn. On crut que notre garçon savait ce qu'il faisait. Ils ont décidé de parier sur lui. Caïn n'arrive pas à croire que son cousin veuille le combattre à main nue. Il a demandé à Guilain de faire ce qu'il voulait. Il a saisi son arme et jeté son manteau. Il a levé son arme et a dit à son cousin qu'il allait utiliser son épée. Au moment où il a dit cela, il s'est précipité pour attaquer notre garçon. Belinda, contrariée, demande à son maître de prendre son épée et de vaincre ce salaud. Aussitôt qu'elle a dit cela, Caïn a donné un coup d'épée à son cousin avec l'intention de le tuer. Guilain sourit en voyant cela. Il se rendit compte qu'il devait faire entendre raison à son cousin. Au moment où il a pensé à cela, il s'est baissé pour esquiver l'attaque de Caïn. Caïn a essayé d'approcher son épée pour couper notre garçon. Guilain s'est rapidement déplacé du côté du garçon. Notre garçon a donné un coup de poing à Caïn sur ses genoux. Avant que Caïn ne puisse réagir, Guilain lui donna un violent coup de poing sur la mâchoire. Cette attaque fit perdre l'équilibre au garçon, qui tomba rapidement au sol. Caïn ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne savait pas comment un minable comme notre garçon était capable de faire de tels mouvements. Tout le monde a commencé à crier en voyant comment leur jeune champion se battait, et ils ont lentement réalisé que Guilain pouvait réellement gagner. D'un air froid, Guilain demande à son cousin de se lever en lui disant qu'il n'a pas encore commencé. Caïn est contrarié d'entendre cela. Il a levé son épée et s'est précipité pour attaquer notre garçon. Il a balancé son énorme épée sur notre garçon alors qu'il s'approchait de lui. Guilain a facilement esquivé ses attaques. Notre garçon a attrapé les bras de son cousin, il les a tordus et a enfermé Caïn. Avant que Caïn ne puisse faire quoi que ce soit, Guilain a utilisé son genou pour lui donner un coup dans la côte. Le pauvre garçon a craché du sang. Caïn ne pouvait pas accepter ce qui se passait. Guilain ne pouvait même pas le regarder droit dans les yeux jusqu'à maintenant. Notre garçon avait l'habitude de se prosterner tout seul quand il voyait Caïn. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait.
Il croyait qu'il aurait été simple pour lui de tuer Guilain et d'assurer l'avenir de sa famille. Après que Caïn ait craché du sang, notre garçon ne lui a pas laissé le temps de se reposer, il l'a martelé sans arrêt, il a battu Caïn à plate couture. Lorsque Guilain s'est arrêté, le visage et le corps entier de Caïn avaient déjà gonflé, le garçon tremblait devant notre garçon, Guilain lui a attrapé les cheveux, il a dit au garçon qu'il avait pitié de son père. Il a expliqué à son cousin que son père l'avait aidé à le purifier jusqu'à ce qu'il soit au bord de la mort, simplement parce qu'il était ami avec le père de notre garçon. Malheureusement, son fils avait une autre idée en tête, et en entendant cela, Caïn s'est souvenu de quelque chose. Il y a quelques années, nous voyons Caïn se disputer avec son père. Il ne pouvait pas croire que son père voulait envoyer plus d'aide au pur comté de Caïn. Il a rappelé à son père qu'ils traversaient eux aussi une période difficile. Il a demandé à son père de lui dire pourquoi il continuait à investir dans une terre qui dépérissait. Il lui a répondu que c'était comme verser de l'eau dans un seau fissuré. Il rappelle au comte que cela ne fait pas une semaine qu'il est rentré, et pourtant il retourne déjà l'aider à le purifier. Caïn demande à son père de ne pas partir, il lui dit que tout le monde lui demande de rester. Il demande à son père de lui dire pourquoi il insiste pour l'aider. Le comte Loge se retourne et dit à son fils qu'il fait tout cela parce qu'il est ami avec le comte Purty. Caïn comprit enfin de quoi parlait son père. Au moment où le garçon s'en souvint, il vit le poing de Caïn s'approcher de son visage. Caïn ferme les yeux de peur. En voyant cela, Ghislain a dit à son cousin qu'il en avait assez fait. Lorsque Caïn a ouvert les yeux, il a vu la main de notre garçon devant lui. Ghislain demande à son cousin de se lever. Caïn est surpris. Il baisse la tête et dit à notre garçon qu'il accepte sa défaite. Tout le monde a été choqué de voir cela. La foule a commencé à chanter le nom de leur jeune maître. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il avait gagné. Certains regrettaient d'avoir parié sur Caïn, tandis que d'autres étaient reconnaissants d'avoir fini par parier sur Ghislain. Helena est heureuse de voir que son grand frère a gagné. Belinda et les deux soldats sont choqués de voir que leur maître a gagné. L'espion est monté sur scène et a appelé Caïn. Il se rapprocha de lui et commença à crier. Il demanda à Caïn de lui dire pourquoi il accepterait sa défaite juste parce qu'il avait un petit désavantage. Il dit au garçon qu'il avait confiance en lui. Caïn l'ignore et lui dit qu'il en a fini, qu'ils doivent partir. L'homme était contrarié de voir qu'il avait choisi un enfant faible. Pendant qu'il réfléchissait, Ghislain l'a interpellé, le sourire aux lèvres. Notre garçon a dit à l'homme qu'il devait faire quelque chose. L'homme a été surpris d'entendre cela, il ne savait pas de quoi notre garçon parlait. Ghislain a attiré l'attention de son peuple, il leur a dit que l'homme s'est porté volontaire pour payer toutes les viandes et les boissons de tout le monde dans cet endroit. L'espion a été choqué d'entendre cela, mais les gens ont été très heureux d'entendre ce que leur jeune maître a dit. Ils ont dit à Ghislain qu'il était le meilleur. L'espion a dit à notre garçon qu'il n'était pas d'accord, il a demandé à Ghislain de retirer sa déclaration. Ghislain pose sa main sur l'épaule de l'espion, il lui explique que c'est le prix à payer pour avoir perdu le duel, il lui dit qu'il s'attendait à ce qu'il ait autant d'argent, notre garçon explique à l'homme que cet argent ne sera pas déduit du pari. Ghislain presse l'épaule de l'homme et lui rappelle d'ajouter 2000 or à la mise qu'ils avaient initialement fixée à 1000 or. Avec un regard horrifié, notre garçon a dit à l'espion qu'il savait déjà ce qui arriverait s'il essayait de s'enfuir. En voyant le regard de Ghislain, l'espion a renoncé, il savait qu'il allait mourir s'il faisait quelque chose de stupide. Il s'est agenouillé et a accepté la demande de notre garçon. Le lendemain, nous sommes conduits dans la chambre de Ghislain. Notre garçon a posé une énorme boîte sur sa table. Lorsqu'il a ouvert sa boîte, Ghislain a vu une grande quantité de pièces d'or à l'intérieur. C'est l'argent que notre garçon a gagné grâce à son pari. Il ne s'attendait pas à ce que l'argent soit aussi important, il était certain qu'il pourrait embaucher un petit corps de mercenaires avec cet argent. Ghislain ferma sa boîte, notre garçon savait qu'il faut beaucoup de temps pour gagner plus d'argent, il était certain que ses ennemis ne l'attendraient pas, Ghislain réalisa qu'il devait se préparer plus rapidement afin de démarrer l'affaire qu'il avait en tête. Pendant qu'il réfléchissait, notre garçon a remarqué qu'Helena et Belinda étaient à côté de lui. D'un air nerveux, Ghislain leur demande si quelque chose ne va pas. Le sourire aux lèvres, Helena demande à son frère aîné de lui dire où il compte dépenser tout son argent. Notre garçon lui a demandé si elle voulait de l'argent. La fille a répondu à son frère qu'elle était simplement curieuse. Belinda dit à Helena qu'elle sait déjà où il va le dépenser. Elle lui rappelle que l'anniversaire de Lady Amelia est proche. Elle demande à son maître s'il a fait un spectacle parce qu'il voulait acheter un cadeau coûteux à Amelia. Elle lui a dit qu'il était si facile à lire. Helena n'arrivait pas à croire que son frère travaillait si dur pour faire bonne figure devant son fiancé. Ghislain a été choqué d'entendre cela, il ne pouvait pas croire qu'il avait un fiancé. Notre garçon a demandé à sa bonne et à sa sœur s'il avait vraiment un fiancé. Belinda demande à son maître de ne pas être timide, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de jouer les idiots juste parce qu'il est gêné qu'ils aient su ce qu'il pensait,
Helena rappelle à son frère qu'il s'agit d'Amelia du comté de Réfold. L'expression de Ghislain devint sombre lorsqu'il entendit le nom du comté. Notre garçon se souvenait de sa fiancée, il se souvenait d'elle comme d'une araignée. Amelia Réfold est une noble parmi les nobles, elle est connue pour sa nature bienveillante et ses actions envers tout le monde, quel que soit leur statut, elle a gagné le soutien profond des habitants de son territoire. Cependant, Amelia allait plus tard déclencher une rébellion et être connue comme la sorcière du Nord. Elle s'est jointe au duché de Delphine pour enfoncer le dernier clou dans la chute de Persium. Ghislain se souvient de la jeune fille comme d'une traîtresse. Notre garçon a souri en pensant à cela. Il demande à Belinda de lui dire quand leur père sera de retour. La servante lui répond que le Seigneur sera de retour dans une semaine. Notre garçon s'est rendu compte qu'une semaine lui suffisait. Il se lève et annonce à Belinda qu'il va visiter le comté de Réfold. Belinda est surprise d'entendre cela. Elle dit à son maître que ce n'est pas encore l'anniversaire d'Amelia. Elle lui demande de lui dire la raison de sa visite. Notre garçon lui a révélé qu'il voulait obtenir de l'argent du comté. La scène change et nous voyons une belle dame noble poser ses chaussures sur le sol. La dame avait un tatouage d'araignée à côté de sa bouche. Elle avait de beaux yeux rouges. Elle a demandé à quelqu'un de porter ses chaussures. La personne s'avère être une pauvre petite fille en haillons. La petite fille n'arrivait pas à croire que Lady Amelia lui offrait des chaussures. Amelia a dit à la petite fille qu'elle était la seule à mériter de marcher pieds nus sur la terre. Elle se tourna vers ses soldats et leur demanda de fournir de la nourriture et un abri aux gens des environs, qui l'entendirent immédiatement. Les hommes ont commencé à apporter des provisions dans la région. Les gens ont été choqués de voir cela. Alors qu'Amelia et ses soldats s'éloignent, les gens la remercient pour ce qu'elle a fait. La scène change et nous sommes emmenés dans le jardin d'Amelia au manoir Réfold. Nous voyons un homme qui nettoie les pieds d'Amelia. L'homme a félicité Amelia pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Cet homme s'appelle Bernat, il est le chevalier d'escorte d'Amelia. Tout en caressant son chat, Amelia révèle à son chevalier que son père a toujours exigé une obéissance absolue de la part des habitants de son territoire. Selon Amelia, les gens du peuple suivront toujours ceux qui les gardent au chaud et les nourrissent. Bernat dit à sa maîtresse qu'elle a maintenant gagné les cœurs du peuple. Il l'assure que sa nature aimable lui sera favorable dans la future compétition des successeurs. Au moment où elle a entendu cela, Amelia a utilisé sa jambe pour frapper le visage de Bernat. Elle lui demande de lui raconter ce qui s'est passé lors du duel contre la meilleure épée du Nord. Bernat s'est excusé auprès de sa maîtresse. Il lui a expliqué qu'il voulait éviter une attention inutile. Il lui a dit que les gens commenceraient à s'intéresser à elle s'il gagnait le duel. Il rappelle à Amelia qu'il n'est pas encore temps pour elle de sortir ses griffes. Il embrasse les pieds de sa maîtresse et lui dit que sa lame lui appartient. Amelia a dit à son chevalier qu'il était naturellement sa lame puisqu'elle s'était beaucoup investie pour lui. Elle lui a relevé la tête et se rapproche de lui. Avec un regard effrayant, elle dit à Bernat qu'il n'a pas le droit d'être faible. Amelia lâche l'homme et lui demande de lui dire où en sont les marchands. Bernat lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter des marchands d'Arxium. Il lui a révélé que tous les matériaux utilisés pour la reconstruction de l'avant-poste de la forêt des bêtes, récemment détruits par l'attaque des Ors à Persium, étaient achetés par l'intermédiaire de leur guilde marchande. Il a expliqué à Amelia qu'il récupérait tous les fonds de soutien que le comte Réfold envoyait à Persium chaque année. Il lui dit qu'ils sont également en train de recruter tous les soldats et chevaliers qui quittent Persium. Il lui révèle que beaucoup de soldats sont bien entraînés par les batailles contre les tribus barbares, ce qui les rend d'excellente qualité. Amelia félicite son chevalier pour son succès. Elle lui a rappelé de toujours garder l'apparence d'une guilde marchande ordinaire. Elle a expliqué à Bernat qu'ils ne peuvent pas laisser leur véritable identité être exposée avant d'avoir construit leur force. Pendant qu'ils parlaient, un intendant vient les interrompre. Bernat se lève et dit à l'homme que la maîtresse se repose. Il demande à l'intendant de lui dire qui lui a donné la permission de pénétrer dans le jardin. L'intendant explique au chevalier qu'il vient d'apprendre par la porte que Ghislain est venu lui rendre visite. Surprise, Amelia demande à l'intendant de lui expliquer la raison de la venue de Ghislain. L'homme lui révéla que notre garçon avait dit qu'il avait quelque chose à dire au sujet de leur guilde marchande. Amelia et son chevalier furent choqués d'entendre cela. La scène change et nous sommes emmenés dans la salle des visiteurs. Amelia est entrée dans la pièce et s'est assise. Elle a vu notre garçon vêtu d'un manteau grossier. Il tenait une petite fleur. Ghislain a salué la jeune fille. Amelia a dit à notre garçon que sa visite était plutôt désagréable. Elle lui a dit qu'il était venu sans aucune notification préalable. Elle lui a demandé s'il n'avait pas encore appris les bonnes manières ou l'étiquette. Le sourire aux lèvres, Ghislain dit à la jeune fille qu'il veut lui offrir un cadeau à l'avance car son anniversaire est proche. Notre garçon a posé la fleur qu'il tenait sur la table. Il lui a expliqué qu'il l'avait achetée à la guilde des marchands, un peu plus loin, et il lui a dit que son parfum était très agréable. Après lui avoir expliqué qu'il comptait désormais acheter des fleurs à la guilde, Ghislain lui a révélé qu'il s'agissait de la guilde des marchands d'Arxium.
Amelia ne pouvait pas comprendre ce que notre garçon pensait. Elle s'est levée et lui a dit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Elle se retourne et annonce à Ghislain qu'elle va partir maintenant qu'elle a reçu son cadeau. Avec un regard froid, Ghislain a demandé à la jeune fille de s'asseoir. Amelia a été choquée de sentir l'énergie que notre garçon dégageait. Elle n'arrivait pas à croire que le type qui était à peine capable de parler lorsqu'il se tenait devant elle dégageait une énergie aussi puissante. Ghislain prit le thé devant lui. Il dit à Amelia qu'il ne veut pas lui faire perdre son temps. Il lui révèle qu'il a besoin d'argent. Il demande à Amelia de lui donner 10 000 pièces d'or. Amelia a été choquée d'entendre cela. Elle ne pouvait pas croire que Ghislain lui rendait visite de nulle part et lui demandait de lui donner une grosse somme d'argent. Elle a demandé à notre garçon si c'était la volonté de son père. Ghislain lui a assuré que son père n'avait rien à voir avec cela. Il lui a demandé de simplement lui donner l'argent. Notre garçon a versé le thé sur le sol, le sourire aux lèvres. Ghislain a dit à la jeune fille qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Amelia a été choquée d'entendre cela. Notre garçon lui a dit qu'il serait mauvais pour elle que l'on apprenne qu'elle renforce secrètement son pouvoir, surtout lorsque la lutte pour la succession est assez féroce, au moment où notre garçon a dit cela. Le chat d'Amelia a sauté sur la table et a grogné après lui. Amelia a dit à notre garçon que sa blague n'était pas drôle. Ghislain assure la jeune fille qu'il gardera son secret pendant un certain temps. Il lui dit que ses lèvres risquent de se délier s'il quitte la pièce les mains vides. Le sourire aux lèvres, Amelia a assuré à notre garçon que cela n'arriverait pas. Aussitôt dit, elle appelle Bernaf. Le chevalier ouvre la porte et entre dans la pièce. Il pose la main sur sa poitrine et salue Ghislain. Ghislain se souvient de Bernaf comme d'un chevalier qui est toujours resté aux côtés d'Amelia. Il se souvint que Bernaf était une personne compétente qui possédait le potentiel nécessaire pour être comparé à la meilleure épée du Nord. Notre garçon a expliqué à Amelia qu'une guerre éclaterait s'il mourait là-bas. Il lui a demandé si elle pouvait gérer cela. Selon Amelia, un ruffian a fait irruption et a causé le chaos. Il a été tué par le chevalier d'escorte à cause de ses actions. Elle lui a révélé que c'est ce que le monde entendra à propos de sa mort. Le sourire aux lèvres, Amelia ordonne à Bernaf de tuer Ghislain. Le chevalier a tiré son épée en entendant cela. Notre garçon ne s'attendait pas à ce qu'Amelia réagisse de la sorte. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir un peu plus sérieux. Il posa la main sur la garde de son épée, avant que Ghislain ne puisse attaquer. Il remarque que Bernaf sourit. Notre garçon a trouvé cela bizarre. Au moment où il a vu cela, il a entendu un bruit. Un assassin a sauté d'une des armures de chevalier qui se trouvait derrière Ghislain. L'assassin a poignardé la chaise de Ghislain. Heureusement, notre garçon a réussi à sauter de la chaise et à descendre. Alors que l'assassin se débattait pour retirer son épée, il lui donna un violent coup de pied dans la poitrine. L'assassin est projeté dans les airs, son corps brise la fenêtre. Amelia et Bernaf ont été choqués de voir cela. Ghislain se tourna vers eux, il ne pouvait pas croire qu'Amelia feignait la politesse. Alors qu'il lance une attaque surprise, il prend son épée et leur dit qu'ils ont une mauvaise hospitalité. Aussitôt dit, Ghislain fonce sur Bernaf. Il donne un coup d'épée au chevalier, mais celui-ci parvient à la bloquer. Ghislain, le regard froid, demande à Bernaf si leur comté ne connaît pas la chevalerie. Bernaf s'est excusé, il a rappelé à Ghislain qu'il avait été le premier à être impoli avec Amelia, il lui a dit qu'il était inconsidéré de sa part d'arriver à l'improviste et de déstabiliser sa maîtresse. Il saisit l'épée de Ghislain et l'enferme dans ses bras, il lui dit qu'il n'a pas besoin d'être poli avec quelqu'un comme lui. Immédiatement après avoir dit cela, il a attaqué notre garçon. Ghislain a facilement esquivé l'attaque. Il sauta et utilisa sa jambe pour repousser Bernaf, ce qui leur permit de créer un espace entre eux. Bernaf avait entendu dire que notre garçon n'était qu'un beau parleur sans aucune compétence pour étayer ses paroles. Cependant, le Ghislain en face de lui n'avait pas l'air d'un débutant. Amelia demanda à son chevalier de lui dire pourquoi il se battait ainsi, avec un air de colère sur le visage. Elle ordonna à Bernaf de lui apporter la tête de Ghislain. Elle lui dit qu'il devait le faire s'il se considérait comme son épée. En entendant cela, Bernaf a pris position et a libéré son énergie. Il a demandé à Ghislain de s'avancer. Notre garçon sourit en entendant cela. Il n'arrivait pas à croire qu'un simple chevalier d'escorte osait lui donner des ordres. Bernaf a dit à notre garçon qu'il lui faisait en fait une faveur. Il a avancé sa jambe et a dit à Ghislain qu'il ferait ce qu'il voulait. Aussitôt dit, il apparut devant notre garçon. Il brandit son épée vers lui. Ghislain fut choqué de le voir. Il réussit de justesse à esquiver son attaque. Bien qu'il ait esquivé l'attaque, Bernaf a réussi à lui laisser une coupure au visage. Notre garçon a été choqué de voir à quel point il était rapide. Bernaf commença à attaquer Ghislain plus férocement. Notre garçon réussit à bloquer les attaques. Elle n'arrive pas à croire qu'un minable comme Ghislain se batte à armes égales avec Bernaf, alors qu'elle a vu ce qui se passait. Elle était certaine que son chevalier était encore plus fort.
Notre garçon a bloqué une autre attaque du chevalier, il a verrouillé son épée et l'a approché de son cou. Avant que notre garçon ne puisse le blesser, Bernaf recula son épée et bloqua l'épée de Guilain avec son bras. Il a attaqué Guilain au moment où il a fait cela. Notre garçon sourit en voyant la technique, il n'arrivait pas à croire que le chevalier utilisait la même technique que tout à l'heure. Il sauta et essaya de retirer son épée de la même manière qu'avant, malheureusement pour lui, quelque chose était différent, Guilain fut choqué de voir qu'il ne pouvait pas retirer son épée. Le corps de Bernaf était renforcé par son mana, il dit à notre garçon que son tour ne marchera pas 2 fois. Au moment où il a dit cela, il a plaqué notre garçon au sol et s'est précipité sur lui pour l'attaquer. Guilain repoussa son épée et sauta en arrière pour créer un espace entre eux. Notre garçon s'est rendu compte que l'homme pouvait s'accrocher à lui grâce à son mana. Le chevalier dit à Guilain qu'il est en fait complètement différent des rumeurs, il dit qu'une personne ne sait jamais vraiment beaucoup de choses jusqu'à ce qu'elle ait combattu l'adversaire elle-même. Bernaf pouvait voir que l'art du sabre de Guilain n'était pas quelque chose qu'il avait appris systématiquement, il dit à notre garçon que cela ressemblait à quelque chose qu'il avait appris par de vraies expériences de combat, avec un regard arrogant sur son visage, il lui demanda s'il avait combattu avec les barbares si souvent qu'il avait naturellement adopté leur style. Aussitôt dit, il a jeté l'épée de notre garçon, il a dit à Guilain que sa méthode ne fonctionne que sur un champ de bataille chaotique. Le sourire aux lèvres, Bernaf a dit à notre garçon que sa déviation prenait fin maintenant. Tout en respirant bruyamment, Guilain reconnaît que les choses sont difficiles. Les coups étroits et précis de la lame de Bernaf, qui vise constamment la tête, perturbent le sens de la distance et du timing de Guilain, et à courte distance, la différence de taille fait qu'il est difficile de le vaincre par la seule technique. En premier lieu, Bernaf n'était pas quelqu'un que Guilain aurait dû essayer d'affronter pour l'instant. Notre garçon a levé la main, on y voit un fil de mana attaché, il a dit au chevalier qu'il n'avait pas beaucoup de temps devant lui non plus. Au moment où il a dit cela, il a tiré le fil. Bernaf fut surpris de voir le mana sous forme de fil. Il ne savait pas ce que faisait notre garçon, avant qu'il ne puisse réagir. Guilain utilise la poignée de son épée pour le frapper à l'arrière de la tête. Au moment où l'homme a perdu sa position, notre garçon s'est approché de lui et a utilisé son genou pour lui asséner un violent coup au visage. Bernaf ne comprenait pas ce qui se passait, il ne savait pas comment Guilain avait pu approcher son épée de lui. Amélia s'empresse d'appeler son chevalier. Guilain lève son épée et attaque le chevalier. Bernaf a réussi à bloquer l'attaque, il a utilisé son épée pour repousser notre garçon, qui a réussi à maintenir sa position, en voyant comment le combat se déroulait. Bernaf demande à sa maîtresse de quitter la pièce, il lui explique qu'il ne peut pas garantir sa sécurité. D'un air sérieux, le chevalier dit qu'il va devoir commencer à faire de son mieux. Notre garçon a dit à l'homme que c'était ce qu'il voulait voir. Avec un regard froid, Guilain a déclaré qu'il n'avait pas rencontré un adversaire aussi amusant depuis longtemps. La scène change et nous voyons Amélia s'enfuir avec son chat. La jeune fille était agacée de voir que Guilain lui faisait subir une telle humiliation. Amélia se demandait qui avait divulgué les informations sur la guilde des marchands à un fou comme notre garçon. Elle pensait qu'il était impossible que Guilain soit au courant d'autant de détails si personne ne le lui avait dit. La jeune fille s'est rendue compte que les rumeurs sur Guilain tuant des ors et sauvant sa jeune sœur des assassins étaient vraies. En raison du passé de notre garçon, Amélia pensait que son fiancé avait dû avoir de la chance ou qu'il avait exagéré l'information, elle ne pouvait pas croire que Guilain avait réellement fait toutes ces choses. Tout en courant, Amélia tourna au coin d'une rue, elle se demandait ce que faisaient les gardes qu'elle avait postés là. Lorsque la jeune fille regarda autour d'elle, elle vit ses gardes allongés sur le sol, elle vit une femme avec une capuche qui se tenait au milieu d'eux. La femme s'est retournée et a souri à Amélia, elle lui a dit que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas rencontrée, la femme s'appelle Belinda. Amélia est choquée de voir la femme de chambre, elle lui demande ce qu'elle fait là. Au moment où elle pose cette question, Belinda apparaît à côté d'elle avec une lame au cou, elle lui demande de se taire, Amélia est choquée de voir une lame à son cou. Belinda remarque qu'Amélia a toujours une araignée sur ses lèvres, l'araignée s'avère être réelle. La servante éloigne l'araignée de ses lèvres. Belinda lui révèle, sourire aux lèvres, qu'elle a écouté le conte Persium et le conte Réfold pendant la cérémonie de fiançailles. La servante a appris que les frères et sœurs d'Amélia s'en prenaient à elle parce qu'elle avait des araignées effrayantes autour d'elle, la jeune fille a élevé elle-même les araignées et s'est vengée. Belinda dit à la jeune fille qu'elle ne comprend pas pourquoi elle porte toujours une araignée, elle lui demande si c'est pour surmonter un traumatisme ou si c'est une manifestation d'affirmation de soi. Elle a jeté l'araignée par terre et a dit à Amélia qu'elle ne lui convenait pas. Aussitôt dit, elle a écrasé l'insecte avec sa patte, elle a demandé à Amélia de coopérer avec elle. La scène change et nous sommes ramenés dans la pièce. Guilain a remarqué que l'air était rude. Il fut surpris de sentir l'énorme quantité de mana que Bernaf libérait.
Bernaf s'est souvenu que notre garçon l'avait qualifié d'adversaire divertissant. Il dit à Guilain que seul un mercenaire de bas étage pourrait dire une telle chose. Il ne pouvait pas croire que Guilain se qualifiait de noble comme sa maîtresse. Notre garçon est surpris d'entendre cela. Il rappelle au chevalier qu'il est un accompagnateur. Il lui demande de ne pas remettre en cause sa noblesse. Bernaf s'est précipité sur Guilain en entendant cela, mais notre garçon a réussi à bloquer son attaque rapide. D'un air grave, il demande à notre garçon de ne pas déshonorer la noblesse. Guilain fut surpris de voir à quel point les attaques étaient rapides. Notre garçon parvenait encore à les bloquer. Même s'il bloquait les attaques, notre garçon avait encore du mal. Il s'étonne de voir le chevalier avancer avec tant d'ardeur. Guilain s'agace. Il dit à Bernaf qu'il en a assez fait. Il utilise son épée pour écarter la sienne. Il tente de transpercer la tête du chevalier. Bernaf réussit à utiliser son épée pour intercepter l'attaque. Il plie l'épée de notre garçon et le repousse. L'homme dit à Guilain qu'il vient d'utiliser sa dernière attaque. Il a pointé son épée sur notre garçon. Son épée s'est posée sur le corps de Guilain. À sa grande surprise, Guilain a utilisé son épaule pour prendre sa lame. Bernaf s'est rendu compte que notre garçon s'est préparé à la blessure et a utilisé son épaule pour repousser sa lame. Guilain a rapidement attaqué le chevalier avec cette chance. Bernaf a réussi à la bloquer. Le chevalier a compris qu'il ne devait jamais baisser sa garde jusqu'à la fin. Il a poussé l'épée de notre garçon et l'a verrouillée. Il s'est servi de sa jambe pour le repousser. Il dit à Guilain que c'est ce qui le différencie d'une personne qui manie l'épée pour se divertir. Tout en respirant bruyamment, Guilain réfléchit à l'intérêt de ce combat. Grâce à sa vitesse, à sa portée et à ses attaques consécutives, Bernaf contrôle le déroulement du combat. Toute tentative de le contrer au corps à corps par le grappin est instantanément stoppée. Lors d'un affrontement contraignant, Bernaf donne l'impression que leurs épées sont verrouillées l'une contre l'autre, afin de tromper Guilain et de lui faire croire que les épées ne peuvent être séparées. Avec son mana actuel, il était impossible pour notre garçon de contrer sa force. Bien sûr, notre garçon ne pouvait pas contrer Bernaf avec le mana qu'il a en ce moment. Pendant que Guilain réfléchissait, Bernaf l'a attaqué. Notre garçon se sentait mal de devoir terminer le combat ici. Il leva son épée et se mit en position. Il y a une chose que Bernaf n'a pas remarquée. C'était la technique unique de Guilain pour cultiver le mana. Notre garçon a libéré son troisième moyau et chargea l'homme au moment où leurs épées se touchèrent. Guilain l'a poussé de toutes ses forces et l'a fait tomber de sa main. Bernaf a été choqué de voir cela. Il ne comprenait pas comment Guilain obtenait un mana aussi explosif en combat. Avant que notre garçon ne puisse percer la tête de Bernaf, quelqu'un lui a demandé d'arrêter. La personne s'avère être Emilia. Avec une expression de colère sur le visage, la fille demande à Guilain de prendre les 10 000 ors et de sortir de sa vue. Notre garçon s'est senti irrité en entendant cela. Il a dit à la fille qu'il aurait mieux valu qu'elle lui remette l'argent lorsqu'il le lui a demandé gentiment. Il retire son épée de la tête de Bernaf. Belinda dit à son maître que ce qu'il a fait est un peu trop pour appeler cela une querelle d'amoureux. Guilain lui assure qu'ils avaient simplement une divergence d'opinion. Il s'est approché d'Emilia et lui a annoncé qu'il avait une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Il place son épée sur son épaule et révèle à la jeune fille que les frais sont passés à 20 000 ors. Dans la scène suivante, on voit Emilia briser un vase sur le sol. Bernaf était à côté de sa maîtresse. Il s'est excusé auprès d'elle pour son échec. Il lui a expliqué que Guilain est très fort et différent des rumeurs. Il a dit que c'est sa faute de ne pas avoir correctement évalué Guilain avant. Il lui a révélé que notre garçon a réussi à émettre un mana qui surpasse celui d'un chevalier de niveau avancé. Avec un regard effrayant, Emilia dit que Guilain a changé. Bernaf lui demande si elle souhaite signaler ce changement au duché de Delphine. Emilia l'a giflé en entendant cela. Elle lui a demandé s'il ne savait pas à quel point le duc Delphine est effrayant. Elle lui a expliqué qu'ils étaient finis si le duc découvrait l'incident. La raison pour laquelle Emilia s'est secrètement alliée au duc Delphine à l'insu de son père est qu'ils avaient conclu un accord secret, le duc ayant promis de soutenir la rébellion qu'Emilia mènerait en échange de son aide pour faire tomber Persium. Emilia a dit à Bernaf que ses frères et sœurs la tueraient au moment où l'accord serait révélé. Avec une expression de colère sur le visage, Emilia a réalisé que Guilain pourrait également être au courant de l'accord puisqu'il connaissait le secret de la guilde des marchands. Elle a dit à Bernaf qu'il devait faire tout ce qu'il fallait pour tuer notre garçon. L'homme a accepté cette idée. Emilia l'interroge sur l'état du corps de Guilain. Bernaf lui révèle qu'il a réussi à laisser des blessures légères sur plusieurs parties de son corps et une lourde sur son épaule. Selon le chevalier, Guilain ne sera probablement pas dans le meilleur état possible pendant un certain temps, car il a utilisé une quantité explosive de mana. Bernaf informe sa maîtresse qu'ils ne peuvent pas utiliser des chevaliers de leur pays afin de ne pas laisser de traces. Emilia lui assure qu'elle est au courant. Elle lui rappelle que c'est la raison pour laquelle elle a formé un certain nombre de personnes. Bernaf a tout de suite compris de quoi elle parlait.
Il lui a demandé si elle allait utiliser les chats sauvages. Selon Emilia, les chats sauvages sont des orphelins de guerre, des sans famille et des sans statut. Seuls les spécialistes naturels les plus talentueux en font partie. Emilia a placé un drapeau sur la carte devant elle. Elle a demandé à Bernav d'envoyer les chats sauvages là-bas. Elle lui a demandé de rassembler une douzaine d'entre eux. Elle lui a dit de n'utiliser que ceux qui sont compétents en matière de mana. Bernav comprend vite pourquoi sa maîtresse veut y envoyer les fauves. Le ravin est le seul chemin étroit entre le territoire de Réfold et le comté de Persium. C'est un endroit idéal pour gérer les choses en douceur, car la région est isolée et le terrain est étroit. Bernav dit à sa maîtresse qu'il va préparer les chats sauvages. Avec une expression de colère sur le visage, Emilia promet de rembourser Ghislaine pour l'humiliation qu'il lui a fait subir. La scène change et nous voyons Ghislaine dans une voiture. Il enroulait un tissu autour de son bras. Notre garçon a senti quelque chose, il s'est demandé si c'était l'œuvre d'Emilia. Fergus demande à son maître s'il va bien. Ghislaine lui assure qu'il va bien. Les coupures n'étaient pas très profondes. Notre garçon a eu l'impression de bien s'en sortir, même s'il a un peu exagéré. Les 20 000 ors qu'il a reçus d'Emilia suffisent à couvrir les fonds de base nécessaires à la reconstruction de leur territoire, c'est comme s'il avait reçu quelques années d'économie. Ghislaine voulait en fait tuer Emilia, mais cela aurait provoqué une guerre inévitable. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer la sécurité du territoire à cause de ses caprices momentanés. Persium a déjà du mal à gérer les barbares, il serait donc judicieux que notre garçon se retire. Ghislaine sait que le fait qu'il connaisse la guilde des marchands d'Arxium sera un fardeau pour Emilia. Notre garçon a mis sa veste et a promis de faire bon usage d'Emilia. Belinda a remarqué que son maître avait l'air confiant. Elle lui demande si les choses se passent exactement comme il l'avait prévu. Elle lui rappelle qu'il lui a dit de maîtriser les gardes dès qu'elle a entendu des bruits de combat à l'intérieur. Ghislaine lui a aussi demandé de prendre Emilia en otage dès qu'elle sortirait de la pièce. Notre garçon lui a dit qu'il avait en fait demandé à Fergus de faire ces choses. Aussitôt qu'il eut dit cela, il ressentit une grande douleur dans son corps. Belinda et le vieil homme se sont rapidement levés. Notre garçon a craché du sang, il a réalisé que la douleur qu'il ressent provient du recul de l'ouverture du troisième noyau. La douleur qu'il a ressentie est toujours meilleure que celle qu'il a ressentie la dernière fois. Cependant, il serait toujours gênant pour Ghislaine de subir cela à chaque fois qu'il utilise son pouvoir. Notre garçon a réalisé qu'il avait besoin de trouver un moyen d'augmenter son mana. Pendant qu'il réfléchissait, Belinda lui a pris la main. Elle sortit une énorme aiguille. L'aiguille était couverte de mana. Elle dit à son maître que le flux de son mana est en désordre. Au moment où elle a dit cela, elle a utilisé l'aiguille pour frapper différentes parties de sa main. Ghislaine a été choqué de voir cela. Il a senti quelque chose sortir de son corps. Lorsqu'il ouvre la bouche, il laisse échapper de l'air. Notre garçon fut choqué de voir que son chemin de mana enchevêtré s'était ouvert un peu. Il était certain qu'il s'agissait d'une méthode qui ne pouvait être utilisée sans une compréhension profonde du mana. Ghislaine sait que Belinda n'est pas une domestique ordinaire, car c'est sa mère qui l'a introduite dans la famille. Cependant, il ne connaissait pas sa véritable identité, il ne comprenait pas pourquoi une personne aussi qualifiée travaillait comme bonne à la campagne, même s'il ne connaissait pas sa véritable identité. Ghislaine s'en moque, il pense qu'il est bon d'avoir de nombreuses personnes compétentes sur son territoire, car les personnes qu'il a rencontrées jusqu'à présent ne sont qu'un début. Belinda assure à son maître qu'elle l'aidera à faire n'importe quoi car elle lui fait une confiance inconditionnelle. Elle lui demande de lui dire pourquoi il a pris une telle somme d'argent à Amelia. Ghislaine lui dit qu'il a besoin de dépenser de l'argent et qu'Amelia est la seule personne riche qu'il connaisse. Fergus et Belinda ont été choqués d'entendre cela. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait rompu ses fiançailles pour cette raison. Elle lui a dit qu'il aurait des ennuis une fois que le comte Réfold l'apprendrait. Ghislaine lui a dit que ce n'était pas grave. Il lui a assuré qu'Amelia n'en parlerait jamais à son père. Le sourire aux lèvres, il rappelle à Belinda qu'elle a dit qu'elle lui faisait confiance. La servante, contrariée, a demandé à son maître de lui dire à quoi il voulait dépenser l'argent, puisqu'elle avait pris le risque avec lui. Ghislaine lui révèle qu'il veut dépenser l'argent dans la forêt des bêtes. Belinda a été choquée d'entendre cela. Notre garçon lui a dit qu'il allait défricher la forêt des bêtes. Fergus ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a dit à son maître que le développement a été tenté à cet endroit depuis son arrière-grand-père. Ghislaine demande au vieil homme s'il se souvient de la demande qu'il a faite avant qu'il n'entre dans le château. Fergus devient nerveux en entendant cela. Il révèle à son maître que la personne qui lui a demandé de trouver se trouve à l'endroit qu'il a mentionné. Il demande à Ghislaine s'il est certain de la personne. Il lui dit que l'homme n'est pas bien dans sa tête. Notre garçon dit à Fergus que tout va bien tant que l'homme est vivant. Il lui dit qu'ils doivent y aller tout de suite. Belinda dit à son maître qu'ils doivent rentrer chez eux. Elle lui rappelle qu'il ne peut pas se promener dans son état actuel. Ghislaine demande à sa bonne si elle croit qu'Amelia les laissera partir facilement après ce qu'ils ont fait.
Notre garçon savait que la folle essaierait de le tuer pour le faire taire. Belinda se tape l'épaule et dit à son maître qu'elle est douée pour le combat. Elle lui rappelle que Fergus est aussi chevalier. Ghislaine lui dit qu'elle est fiable mais qu'elle ne peut pas prendre le rôle qu'il veut. Il lui dit que c'est un autre domaine. Le sourire aux lèvres, il lui révèle qu'il a besoin d'une avant-garde. Il lui dit qu'ils sont en route pour rencontrer l'avant-garde. La scène change et nous voyons le groupe arriver à une maison en bois près d'une forêt. Belinda dit que la maison semble abandonnée. Fergus lui assure que c'est bien l'adresse. Ricardo a frappé à la porte. Un grand vieillard ouvre la porte. L'homme avait des cheveux très longs. Il leur a demandé qui ils étaient. Tout le monde, sauf Ghislaine, a été choqué de voir cet homme. Belinda se rapproche de son maître et lui chuchote. Elle lui demande si c'est vraiment la personne dont il parle. Elle dit que l'homme n'a pas l'air d'être en état de se battre. Il a l'air de ne pas survivre jusqu'au lendemain. Ghislaine lui assure qu'ils sont au bon endroit. L'homme s'est rendu compte que notre garçon était un noble. Croyant que Ghislaine était une jeune noble qui s'ennuyait, il s'est retourné et lui a demandé de s'en aller. Notre garçon l'appelait l'ex-capitaine des mercenaires de Ratatosk. A-t-il lancé à l'homme connu sous le nom de Gillian? L'homme est choqué d'entendre son nom, il se retourne rapidement. Le sourire aux lèvres, Ghislaine dit à l'homme qu'il avait envie de le voir. J'aime et je m'abonne.